Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce sixième épisode de l'Instant Sportif, votre podcast qui va parler de toute l'actualité sportive et de plein d'autres chroniques, toujours en rapport avec le sport. Thierry Simard, toujours en compagnie de Pierre-Olivier Deschênes. Comment ça va, Péo? Ça va super bien, Tom? Oui, ça va bien. Puis aujourd'hui également, on a un invité, c'est le même, vous le connaissez quand même bien, c'est la troisième fois qu'il vient dans notre podcast, c'est Jérémy Corriveau. Jay, comment ça va? Ça va super bien, les gars, vous autres? Numéro Oui, ça uno, va très uno, bien. uno, uno. C'est que si on a invité Jérémy, bien sûr, cette semaine, c'est pour à nouveau nous parler de tennis, parce que c'était la finale du US Open à la fin de semaine dernière, justement. Donc, on va commencer notre bloc actualité par le US Open. Jay, rapidement, si tu peux nous résumer un peu, déjà, nous parler des vainqueurs de la finale masculine et féminine, puis également un peu du résumé du tournoi, ton opinion sur ce qui s'est passé, tes surprises, tes déceptions, un peu tout ça, là. Ben, déjà, du côté masculin, je pense, les gars, on a eu qu'une surprise. On en avait parlé un peu la dernière Mm. fois. Ouais. Sinner et Alcaraz encore finale. Donc, vraiment, je pense qu'on aurait pu mettre leur argent des semaines à l'avance tellement que, encore une fois, c'est juste eux qui sont dans ces finales-là. Ça fait 3 finales de suite qu'on a ces Mm. deux-là. Et comme j'avais dit la dernière fois, ça fait depuis 2024 que c'est juste ces deux-là qui gagnent les grands chelems. Donc ça se poursuit. Puis de ce qu'on voit, je pense que ça va vraiment être encore un bout. Mm. Du côté de la finale, c'est sûr que on a des attentes très élevées de ces matchs-là. On a été habitué à quand même des rencontres très relevées. Et on a vu, en tout cas, je trouve, j'ai senti avoir vu un Sinner euh, plus fatigué lorsque c'était le temps d'une bataille plus physique. Ben, Alcaraz avait clairement un avantage et c'est pour ça qu'il est allé chercher ce match-là. Chaque point que Sinner ne devait pas échapper, il donnait le point à Alcaraz. Donc, c'est sûr que honnêtement, je m'attendais à une finale encore relevée avec encore plus de rebondissements. Mais finalement, j'ai trouvé, malgré que ça a été en 4-7, que c'était un peu quand même à sens unique du côté Mm. d'Alcaraz. Chez les femmes, euh, pas tant de surprises de ce côté-là non plus. Sabalenka qui est très en forme et un peu comme j'avais dit il y a 2 semaines, elle n'a pas gagné un grand chelem de l'année finale, mais c'était clair qu'elle allait venir au US Open très affamée puis ça lui aurait fait mal de finir l'année, même si elle finit numéro 1, à ne pas gagner un titre du Grand Chelem. Ça, c'est que ça lui aurait fait beaucoup de mal. Donc, a joué son meilleur tennis probablement de l'année. Arina Sabalenka nous a montré à quel point elle peut être en confiance et qu'elle est capable de la frapper, là, cette balle, à une vitesse incroyable. Elle a joué contre une autre cogneuse, probablement la finale, avec les deux plus grandes cogneuses du circuit en ce moment, Arina Sabalenka et Amanda Anisimova. Anisimova, quand même, 2 finales de Grand Chelem d'affilée, faut le dire, nous surprend quand même actuellement. On se doutait que ça allait être une joueuse top 10, top 8, peut-être même top 5, mais on se disait pas nécessairement qu'elle allait faire autant de finales dans des gros tournois comme ça. Donc c'est beau de la voir se rendre aussi loin. Et franchement, elle nous a donné une belle performance. Elle a su ramener la foule avec elle. On a eu l'espoir que peut-être elle pouvait amener ce match-là en 3-7, mais Sabalenka nous a montré que c'est vraiment elle, la tigresse et la reine de son terrain. Donc, franchement, une victoire bien méritée pour ça. Ça va lui faire beaucoup de bien. C'est déjà vraiment un meilleur résultat pour Anisimova. On se souvient, elle avait perdu genre 6-0, 6-1 ou quelque chose comme ça la dernière fois. Donc, Oui, contre Swiatek, une finale un peu en dessous d'une heure, 6-0, 6-0. Elle ouais. n'avait même pas gagné un jeu. Donc, Terrible. c'est sûr que oui, un 6-3, 7-6, c'est pas mal moins humiliant. Mais je l'ai vu, on la voyait à la fin du match, était remplie de tristesse. Et j'avais même vu sa pub Instagram, je pense qu'elle est sortie le lendemain de la finale, où on la voyait très déçue.
pense que ça va lui prendre quelques jours pour se mettre, mais franchement, elle peut être très fière d'elle. Pour ce qu'elle a accompli pour ce US Open, c'est très, très beau. Puis sinon, également, si tu parles un peu des joueurs canadiens, féminin, ça n'a pas duré très, très longtemps, mais par contre, Félix Auger-Aliassime, lui, connu tout qu'un tournoi. Il a perdu en demi-finale contre Yannick Sinner, puis ça a été quand même un très, très bon match de sa part. C'est que, Jay, si tu peux me parler rapidement du parcours de Félix dans ce US Open. Oui, ben d'abord, j'aimerais ça qu'on parle du côté féminin. Tu sais, t'en as parlé. Oui, on n'a pas nécessairement se sont rendus très loin, mais j'aimerais quand même féliciter, pour moi, un magnifique parcours de Leylah Fernandez. Oui, ça s'est arrêté seulement au 3e tour simple, mais elle a perdu contre Sabalenka, qui a été la championne du tournoi. Et pour vrai, pour avoir vu le match au complet, elle lui a livré une très grosse bataille. Le premier set s'est joué à un seul bris. Le deuxième set a fini au bris d'égalité, sachant qu'elle a quand même été à 2 points de remporter la deuxième manche. Et franchement, Leylah, ça fait longtemps que je l'avais pas autant en confiance et qu'elle avait rarement aussi bien contré la balle d'une cogneuse comme Sabalenka. Je reconnaissais même parfois, à certains moments, la Leylah qui s'était rendue en finale en 2021. On sait qu'elle avait battu Sabalenka dans son parcours de 2021. Puis quand on la voyait jouer en confiance, comme tu disais, peut-être que, on sait jamais, ce serait peut-être possible une deuxième fois. Puis on peut vraiment pas être déçu de sa performance, parce que même si elle a perdu, franchement, très belle bataille. Et elle nous a montré qu'elle est encore capable de donner un très beau niveau de jeu. Donc, je vois du positif pour Leylah, puis je pense que ce sera pas juste pour ce passage-là au US Open. Ça va se continuer. Puis elle va revenir dans une bonne forme comme elle a été lorsqu'elle a fait la finale. Elle va retrouver son top 20, peut-être même un top 15 d'ici les prochains mois, la prochaine année. Là, je suis convaincu. Puis, d'un autre côté, si on parle de son double, c'est rare qu'on va parler du double, mais parlons-en parce que elle a fait équipe avec grande surprise et honnêtement avec grand plaisir pour autant les Canadiens que les Américains. C'est rare qu'on va dire ça, je pense, cette année. Une belle complicité canadienne-américaine, mais elles étaient très belles à voir. Leylah et Venus jouer ensemble. Elles ont battu les 6e favorites au premier tour, ce qui est excellent, en 2 manches. Après ça, ont battu les 12e favorites au 3e tour et ont perdu en quart de finale plus facilement contre les premières favorites. Mais franchement, leur parcours a été très beau à regarder. J'ai pas manqué un match de leur double et franchement, c'était très beau à voir. On voyait une belle complicité. Dans les entrevues d'après-match, c'était tellement. Elles sont tellement mignonnes ensemble. Belle complicité, elles se complétaient bien. Un côté plus jeune et plus dynamique de Leylah, mais un côté plus avec du vécu et plein d'expérience et plein de victoires du Grand Chelem du côté de Venus. Qu'on se disait, est-ce qu'ils vont faire un parcours conte de fées? Honnêtement, j'y ai cru. J'y ai cru que peut-être qu'elle pourrait se rendre jusqu'au titre. Mais malheureusement, elles se sont rendues là. Mais honnêtement, du très beau spectacle. Puis honnêtement, ça a été même du spectacle, pas juste pour nous les Canadiens, mais pour les Américains aussi, comme je disais tout à l'heure. Chaque fois qu'ils avaient leur match, je parle surtout des deux premiers tours, elles étaient censées jouer sur un terrain avec pas mal moins de partisans. Et elles ont été chaque fois rétrogradées au Louis Armstrong Stadium, qui est le 2e plus gros stade de Flushing Meadows. Donc, et ça, c'était au grand plaisir du public. On se rappelle, le public était tout le temps en délire. À chaque moment du match, ils encourageaient vraiment les deux joueurs. Donc, c'était beau à voir. Elles ont joué chaque match sur le Louis Armstrong Stadium et l'ambiance était incroyable. Là, j'ai terminé ma parenthèse sur les filles. Maintenant, on va parler plus des gars. Et pour vrai, les gars aussi, je retiens beaucoup de positifs. Je vais commencer avec Shapovalov. Oui, c'est vrai. On va garder Félix pour ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu nos
belle performance de Félix. Mais du côté de Shapovalov, honnêtement, lui aussi peut être très fier. Lui aussi a perdu au troisième tour, mais contre un Yannick Sinner qui était quand même au meilleur de sa forme. C'est rare qu'il ne l'ait pas. Il lui a enlevé la première manche, quand même, il faut le dire. Et il jouait très bien, Shapovalov. Ça fait longtemps, en tout cas, que je ne l'ai pas vu jouer autant relax, autant en confiance. Shapovalov, c'est quand même quelqu'un parfois qui peut se retenir puis qui a, je dirais, une peur de perdre contre des joueurs moins bien classés de lui ou des fois autant ou même des fois un petit peu mieux classés que lui. A peur de perdre ces matchs-là, ne se laisse pas complètement aller et finit par les échapper, ces matchs-là. Mais là, il nous a montré une facette de lui où il n'avait rien à perdre. Il jouait contre le numéro 1 mondial qui était à, je crois, presque 25 victoires de suite sur dur en Grand Chelem. Donc, il n'avait pas d'attente. Et justement, c'était mieux comme ça. Il a tellement mieux joué et s'est laissé plus aller comme ça qu'il a donné un excellent match à Yannick Sinner. C'était un très bon match. On aurait pu croire qu'il aurait pu peut-être causer la surprise. Malheureusement, son bon niveau ne s'est pas assez perduré dans le match. Ça a duré plus 1-7, 2-7, 2-7 et demi. Mais on peut être fier quand même du niveau que Shapovalov a donné. On sait que sa performance dans les grands chelems n'a pas été toujours épatante. Là. Beaucoup de sorties au premier tour, deuxième tour. Là, on l'a enfin vu au troisième tour et donné beaucoup de difficultés à un premier mondial au meilleur de sa forme. Donc, je retiens beaucoup de positifs de Shapovalov et je pense que c'est loin d'être fini pour lui aussi et il va continuer à retrouver, à regagner. On avait l'habitude de voir des quatrièmes tours, des quarts de finale en Grand Chelem. Je crois que ça va revenir du côté de Shapovalov. Puis, t'as dit que son match continu durait à peu près deux manches et demie où qui a été vraiment bon. On voit jusqu'à sa balle de bris où qui pourrait faire 4-0. Ça allait super bien. Moi, j'y croyais quand je regardais le match. Mais quand il a pas réussi à faire 4-0, après ça, c'est là qu'on a vu que ça allait débarquer. Même que là, après ça, il se fâchait un peu trop. Donc, pour vrai, on pensait qu'elle allait l'avoir. Mais comme tu l'as dit, après ça, il n'y avait plus rien. Oui, c'est dommage parce que, puis même là, c'est bon qu'on en parle de son mental parce que Shapovalov, on le sait, c'est un gars qui se frustre beaucoup sur le terrain. On va pas se le cacher. Mais c'est la première fois, honnêtement, que je le trouvais calme. Même quand il se frustrait, c'était pas de la frustration nécessairement agressive, c'était de la frustration un peu passive-agressive, à part justement, comme tu l'as dit, à ces moments-là, où est-ce que là, il a vraiment plus pété un plomb. Mais quand il arrive à avoir plus cette mentalité-là, c'est là que je trouve qu'on a vraiment le meilleur de Shapovalov. Donc, il faut qu'il garde cet équilibre-là du côté mental et je pense que c'est là qu'on va retrouver son meilleur niveau de jeu. Donc, rester plus balancé dans ses réactions, que ce soit positives ou négatives. Je pense que c'est ça qui va l'avantager dans son tennis. Terminons évidemment avec Félix Auger-Aliassime. Honnêtement, on peut être extrêmement fier de ce que Félix a accompli. Une demi-finale avec Alcaraz, avec Sinner et avec Djokovic. Et on ne peut pas dire que Félix a eu un tableau facile, qu'il n'a pas mérité sa place en demi-finale. Il a eu le parcours qu'il devait avoir et il a mérité sa place là. On commence simplement par son match contre Alexander Zverev, où on n'avait pas nécessairement, je pense, un peu comme Shapovalov contre Sinner, on n'avait pas nécessairement les illusions qu'il allait gagner. Peut-être qu'il allait donner un... mais c'est sûr qu'on est peut-être un peu plus optimiste que Shapovalov. On sait que parfois Zverev peut avoir des mauvaises passes. Oui, Zverev semble dire qu'il a mal joué, qu'il n'était pas dans sa... mais donnons le crédit à Félix parce que il a été sensationnel dans ce match-là. Il a livré une bataille mentale
extraordinaire parce que rappelons-nous qu'il avait perdu le premier set, 6-4, et dans le deuxième set, on était en bris d'égalité et que Zverev a eu des balles de manche, donc aurait pu mener 2-7-0 et ça aurait complètement changé l'allure du match. Mais Félix les a toutes sauvées, est allé chercher ce bris d'égalité et après ça, la machine a roulé. Il a joué un tennis tellement agressif, tellement en confiance. C'était le Félix des beaux jours. C'était le Félix qu'on n'avait pas vu depuis 2022, qu'il était 6e mondial. Et c'était bon de le revoir comme ça. Mon Dieu que c'était bon. Et j'espère que c'est loin d'être fini pour lui. Mais franchement, sa victoire contre Zverev a été extraordinaire. Donnons-lui qu'il a donné. Il a performé un match sensationnel. Après ça, son tableau ne s'est pas adouci. Il a affronté Andrei Roublev, qui, Roublev, c'est un cogneur, c'est un joueur qui a soif de la victoire, malgré son tempérament qui peut parfois chuter. C'est un bagarreur quand même, Roublev. Et Félix a honnêtement montré c'était qui le patron sur le terrain, a dominé ce match-là. Son service a été excellent. Donc, va chercher une belle victoire en 3-7 qui l'amène énormément et encore plus en confiance pour les quarts de finale. Et après ça, en quart de finale, il affronte Alex de Minaur, qui est un joueur extrêmement difficile à jouer parce que de Minaur, ce n'est pas un joueur qui rate beaucoup. C'est un joueur qui court toutes les balles, qui est extrêmement rapide. Et encore une fois, on a un Félix qui perd la première manche, assez serré, d'un bris. Et là, la deuxième manche, encore une fois, de Minaur a des balles de 7 pour mener 2-7-0. Donc là, Félix Auger-Aliassime nous montre encore son mental d'acier, sauve ses balles de manche, va chercher le bris d'égalité et remporte ce match en 4-7, le même scénario qui est arrivé contre Alexander Zverev. Donc, une bataille mentale où, dans les points sous pression, et honnêtement, on n'a pas si l'habitude que ça du côté de Félix, qu'il augmente son niveau comme ça dans les points sous pression. Félix, c'est un joueur qui est plus reconnu de craquer dans les moments sous pression, en tout cas à mon avis, mais là a prouvé tout le contraire dans ce tournoi-là. Chaque point qu'il devait gagner, il les a gagnés et ces points ont toujours changé l'allure du match. C'est fou de se dire que dans les 6 bris d'égalité qu'il a joué dans le tournoi, il a remporté les 6 et dans 3 de ces 6 bris d'égalité-là, il a sauvé des balles de manche. Donc, c'est fou de se dire qu'il était toujours à un point de perdre la manche, et c'était souvent à plusieurs reprises, 2 ou 3 fois dans ce bris d'égalité-là, et qu'il renverse la vapeur, qu'il remporte le set et qu'il parvient grâce à ça d'aller chercher le match. Donc, franchement, Félix a été extraordinaire là-dessus, on peut l'avouer. En demi-finale, là, il affronte lui aussi Yannick Sinner. Et Sinner qui, dans ses deux derniers matchs, avait donné humiliante à Alexander Bublik et à Lorenzo Musetti, qui avaient l'air des débutants comparés à Sinner. Donc, honnêtement, on se disait quasiment, est-ce que Félix va subir le même sort? Parce que Sinner est tellement dans cette ère de laisser. Et honnêtement, Félix nous a donné un match magnifique. Il a perdu la première manche 6-1, mais selon moi, ça n'avait pas une allure de 6. Il donnait quand même un bon match. C'est juste que il devait être parfait dans sa finition de points parce que Sinner était partout. Ce que j'avais le plus en tête, c'est vraiment que Félix devait gagner 1000 points pour en gagner un seul. C'était fou à quel point Sinner revenait sur toutes les balles et chaque fois que Félix lui donnait une balle difficile, Sinner arrivait à lui remettre une balle encore plus difficile
à retourner. Donc franchement, c'était beau à voir des deux côtés. Et on peut être fier de Félix qui a pu renverser la vapeur en deuxième manche. N'avait pas pris ses occasions au début du 40, brisé assez tôt dans la deuxième manche. Finalement, c'est arrivé plus tard dans le set, c'est arrivé à 4-3. Et bien là, cette fois, a profité de son occasion pour le servir pour la manche, a gagné cette manche. Et ça, honnêtement, on commençait à y croire que peut-être, est-ce qu'on aura un Félix qui pourrait causer la surprise parce qu'il joue si bien, il est en confiance. Et on le voyait qu'il avait vraiment envie d'aller remporter ce match-là. Mais écoutez, c'était sans surprise que Sinner allait élever son niveau, qu'il n'allait pas se laisser abattre pour autant. Et les deux autres sets ont été très relevés. Les deux sets se sont décidés d'un seul bris. Félix a eu des occasions de briser pour revenir dans le set. N'a pas pu prendre ses occasions. Je dirais pas nécessairement qu'il a été mauvais sous pression. Je dirais plus que c'est Sinner qui a su bien fermer les livres lorsqu'il fallait qu'il le fasse. Donc franchement, Félix, on peut être que fier de son parcours. Il a été sensationnel à voir. Sa première demi-finale en Grand Chelem depuis son US Open en 2021 où il avait gagné le Medvedev. Et je pense que ça va se continuer pour lui aussi. Là, on sait, est monté 13e. Donc, un bond de 11 places. Ça va lui faire beaucoup, beaucoup de bien. Non, même, je pense 14 places. Si je ne me trompe pas, 14 places. Donc, monte 13e. Et si on regarde la course pour les finales de l'ATP, il est 10e. Donc, à 2 places de rentrer dans les finales de l'ATP si on le voit avec ce classement-là. Et quand on regarde sa fin de saison dernière, Félix n'a presque aucun point à défendre. Donc, rendu là, il reste Shanghai, il reste Paris-Bercy, il reste des ATP 500 intérieurs. Et on sait que Félix a connu ses meilleurs moments en carrière à l'intérieur. C'est là qu'il est le plus puissant, c'est là qu'il est le plus en confiance. Donc, il pourrait encore nous livrer une fin de saison exceptionnelle comme il l'avait fait en 2022 et se qualifier pour les finales de l'ATP. Honnêtement, j'y crois. Et je lui souhaite, à Félix en tout cas. Mais retenons que du positif. Et comme je l'ai dit, c'est loin d'être fini pour lui. Puis rapidement, pour conclure, justement, tu nous as parlé des derniers tournois qui restent. Donc, pour les finales d'ATP, tournoi de Shanghai, ça va être à partir de quand? Le tournoi de Shanghai, en début octobre, c'est du 1er au 12 octobre. Et on sait que c'est un Masters 1000, c'est l'avant-dernier. Et là, qui est rendu sur 12 jours, comme plusieurs autres, dont Montréal, dont Cincinnati, dont plusieurs sur terre battue maintenant. Donc, ça passe sur 12 jours. Après ça, on a des tournois 500 où Félix peut aller chercher des points. Il avait gagné Bâle en Suisse il y a 3 ans. Il pourrait peut-être refaire le coup directement après Shanghai. Et après ça, on a Paris-Bercy, qui est un Masters 1000 là, sur une semaine, où on a eu des gagnants assez surprenants dans les dernières années. Je me rappelle de Holger Rune en 2022, qui a gagné son seul Masters 1000 à ce moment-là. Donc, honnêtement, n'importe qui peut gagner ces tournois-là. Et ce sera les meilleurs sur dur et sur surface intérieure, je dirais, qui vont aller décrocher ces tournois-là. Est-ce qu'on va laisser la place à d'autres gens que Sinner et Alcaraz, honnêtement, pour ces tournois-là? J'ai envie de dire que oui. Bon, ben merci Jay d'être venu, puis on va suivre cette fin de saison-là avec beaucoup d'intérêt. Ben merci les gars, hâte de vous retrouver. Donc maintenant, après avoir parlé du US Open, on va embrayer sur la Formule 1 parce que cette fin de semaine, c'était le Grand Prix d'Italie à Monza. Puis tout ce que je peux dire, PO, c'est que, bon Dieu, que la course a été
et je m'excuse du terme que je vais utiliser, mais chiante. Genre, sincèrement, là. Ben, il y a eu les 4-5 C'était- premiers tours, puis après ça, rien du tout. Là. C'était nul, mais d'un point. Puis pourtant, là, en plus, ça a battu le record. Ça a été le Grand Prix le plus rapide de l'histoire. Là. Il s'est terminé en 1h13. C'est Ouais, vraiment pas beaucoup. c'était vraiment 1h13, très là. rapide. Là. Je me souviens quand il a annoncé c'était qui allait mettre le drapeau à Dami. Je dit pourquoi il nous dit ça 25 tours d'avance? Je check le nombre de tours, c'était 53. Je fais ah! J'ai manqué un Ouais, petit bout de la course. Ah non, mais pour elle, là, oh mon Dieu, qu'il s'est rien passé. Puis sincèrement, dans les dernières années, puis depuis longtemps, on critique Pirelli avec leurs pneus qui soit ils se dégradent trop, ils se dégradent pas assez. Mais là, on a atteint un niveau qui est vraiment incroyable. Les meneurs, surtout les deux McLaren qui s'arrêtent, ils partaient en médium, ils se sont arrêtés à moins de 10 tours de la fin. C'est quand même ridicule. Là. Puis ils se sont arrêtés Genre, seulement parce qu'ils sincèrement, devaient s'arrêter. Là. Ouais, sincèrement, il aurait pu rester toute la course sur les mêmes médiums, puis il aurait fini. Ben, sincèrement, avec Max qui s'arrête, à la limite, Piastri serait fait dépasser, mais Norris aurait gagné. T'sais, il aurait fait comme Leclerc l'année passée, là, que Leclerc s'est arrêté une fois, puis les McLaren 2 fois. En tout cas, moi, je trouvais ça ridicule. Puis sinon, ben, si on dit que la course était peu passionnante, c'est surtout parce que Max Verstappen a totalement dominé, il a gagné avec 19 secondes d'avance sur la McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri qui a complété le podium. Il y a une petite polémique aussi avec les deux McLaren. Tout d'abord, ben, c'est en fin de course. En gros, lorsqu'ils sont arrêtés, Piastri s'est arrêté en premier pour couvrir Leclerc qui était quatrième, qui s'est arrêté quelques tours plus tôt. Puis Lando Norris, ils l'ont arrêté un tour après, sauf qu'ils ont raté son aéropli. Il est ressorti derrière Piastri, mais ils ont demandé à Piastri de laisser passer Norris en citant la course du Grand Prix de Hongrie en 2024, où ce que Norris avait laissé passer Piastri pour redonner la victoire à Piastri, puisque McLaren avait fait de la chenoute. PO, je sais que nos opinions divergent sur cet événement-là. On s'en est parlé hier en tant que tel. Personnellement, en tout cas, toi, on sait que moi, toi, t'es plus fan de Norris. Mais c'est t'es pas contre la décision. Je sais pas que je suis Mais moi, pas je suis contre la totalement décision, c'est que je trouve qu'il aurait jamais dû le faire l'année passée, donc pas le Ouais. faire non plus cette année. Mais que si tu le fais une fois, faut que tu le fasses tout le temps, pas juste un des deux. Mais en même temps, je comprends eux qui disent que cette année c'est différent. Norris l'année passée se battait pas contre Piastri, puis il y avait comme pas tant de chance du championnat. Puis cette année, ça joue entre les deux McLaren, donc là je peux comprendre aussi. Mais moi, c'est vraiment que si tu le fais une fois, faut que tu le fasses tout le temps. Mais en même temps, je trouve que ça fait vraiment bizarre. Là. Comme tu dis, c'est les deux qui se battent pour le championnat, puis tu dois délaisser ta place. Ça file vraiment, vraiment étrange. Puis la meilleure réaction qui résume tout, c'est Max C'est la Verstappen. Max. Ouais. Genre, il a dit ah, ils ont dû changer de place parce qu'ils ont raté le pit stop, puis il est parti à rire. Puis Ouais. il y a quelqu'un qui m'a posé une question à ma job, me dit est-ce que Max aurait accepté de redonner sa place? Il dit jamais de la vie. Puis il a dit ben voilà, Jamais. ça te donne, ça t'explique tout. Genre jamais, normalement. Moi je comprends pourquoi ils l'ont fait. Parce que là, Norris il aurait pas dû donner la win la dernière fois. Tant pis, ils ont fait une erreur, tant pis. Puis en plus, quand il a donné pour la win, Piastri le rattrapait pas du tout à cette Ouais. course-là. Donc je me dis, c'est ramener le balancier, mais c'est quand même, ça reste étrange. Ouais, non, vraiment. Là, en tout cas, personnellement, ça me fait manquer. Ça me manque. Oui, je détestais cette ère-là, la Formule 1 2014 à 2016. Pour moi, c'est les années noires de domination Mercedes outrageuse qu'on n'en pouvait plus finir. Mais au moins, il y avait une vraie rivalité entre coéquipiers. Là. Hamilton et Rosberg, ils ne s'aimaient pas. Puis, en tout cas, ils ne s'aimaient plus. Puis, sincèrement, là, je sais qu'au début, je me souviens, il y avait eu des consignes d'équipe de laisser passer l'un puis de l'autre. Puis, à chaque fois, Nico était comme Yo, ain't no way. Puis, Lewis était comme Ain't no way. Là, je ne laisse pas passer Nico. Nico, je ne laisse pas passer Lewis. Sincèrement, ça fait vraiment Teletubbies ou Kalinours, ou en tout cas, peu importe le dessin animé pour enfants que vous voulez, là, ou en tout cas l'émission pour enfants que vous voulez. Mais ça fait tellement Kalinours, ça fait tellement mou, contrairement à Verstappen ou comme à Hamilton ou à. Genre, même Vettel n'aurait jamais accepté non plus. Je sais pas, je peux pas. Ben, Senna n'aurait jamais accepté, Prost non plus. En tout cas, je sais que là, comparer Piastri à Prost puis Senna, puis, c'est intense, là, mais c'est pour dire que ça fait pas vraie rivalité. Là, ça fait vraiment mou, là, en tout cas. Voilà. Sinon, pour glisser un mot par rapport aux qualifications, il y a un truc que je voudrais pointer, c'est je sais que Hadjar a eu une grosse avance pour la recrue de l'année, mais là, Ouais. Bortoletto s'est qualifié dans le top 10. Encore un bon résultat pour lui. S'est qualifié 8e. Hadjar a arrêté sa streak de ne pas se faire éliminer de Q1. Et là, il s'est fait éliminer. Donc, ça peut peut-être ramener un peu de spice dans cette catégorie-là des recrues. Même si que je pense que Hadjar il a assez fait pour le remporter. Mais Bortoletto, de plus en plus, je trouve que ça fait juste en s'améliorant. Puis j'aime beaucoup ça, voir surtout pour l'année prochaine. Peut-être que ça va amener des bons trucs. Parce que
Comme par exemple, Antonelli, c'est beaucoup de ça va bien, ça va pas bien, ça va bien. Puis là, ça va pas Moi, je bien trouve que ça a depuis. beaucoup de Ouais. ça va pas bien, Nesto, là, de C'est cette ça, mais fois d'Antonelli, là. j'aime mieux des résultats qui vont comme ça, même si qu'au début c'était moins bien, puis que ça monte un progrès du côté de Bortoleto, donc ça je voulais le montrer pour dire que ça va bien pour lui. Puis, Et c'est aussi, un autre truc en course que je veux dire, c'est Alonso, encore une fois un bris, ouais. encore une malchance, quelque chose qui est sorti de nulle part. Lui encore des malheurs cette saison, c'est une saison vraiment à oublier avec ça, là. Mais c'est vraiment random. En plus, là, c'est la suspension qui cède parce qu'il passe sur un vibreur. Genre, sincèrement, ça arrive à qui, là? À part Alonso, c'est vraiment ridicule. Sinon, c'est ça, tu as parlé de Bortoleto, une très bonne course. Parti 8e, fini 8e, donc dans les points. Adjar, parti de la ligne des puits, fini 10e. Excellente course pour lui aussi. Même si personnellement, je trouve que la recrue de l'année, il faut parler de la constance de Colapinto. Être 18e à chaque course, sérieusement, il faut applaudir. Genre, C'est vrai que c'est de sérieusement. la constance. C'est de la constance dans le mauvais sens. Là. Non, j'ai arrêté d'être Colapinto. Sinon, grosse course pour Albon qui a fini 7e. Alexander Albon, présentement au classement pilote, est devant Antonelli. Oui, c'est pour le dire. Sainz, encore un peu de malchance, finir hors des points. Sincèrement, tu dis que le changement de pilote avec Ferrari l'année passée, peu importe le pilote en tant que tel, n'a pas une super bonne année. Lewis avec Ferrari, ça va pas bien. Antonelli avec Mercedes, ça fait longtemps que ça va pas bien. Albon avec Sainz, ça va pas bien non plus. Non, Sainz avec Williams, ça va pas bien non plus. Fait qu'on dirait que ce changement-là, ça bénéficie aucun parti. Personne du tout, ça. Non. C'est 3 écuries à un pilote, là. En tout cas, c'est quand même fou. Puis sinon, il y a Alpine, pas Alpine, mais il y a Haas qui a oublié de faire arrêter Ocon encore. Ça arrêtait au dernier tour, je pense, un truc comme ça. Ben, ça montre à quel point il n'y avait pas besoin d'arrêter. Ouais. Ça montre que les pneus sont juste trop forts. Faudrait peut-être même, je sais pas, soit faire des pneus qui se dégradent plus rapidement ou obliger 2 arrêts. Mais même à là, si t'obliges 2 arrêts, Ouais. mais que les pneus n'ont pas besoin de. Je sais pas. Mais en même temps, tout le monde essaie de trop. Comme faire une stratégie de respecter ses pneus, personne ne va vraiment au Ouais. max. Faudrait trouver une Ça roule façon à que tout le l'économie. monde aille. Parce que quand on check les temps, oui, en qualif, ça va toujours être plus rapide. Mais des fois, il y a des courses que c'est 10-12 secondes de différence, là, c'est de l'abus, là. Ouais. Genre, pour vrai, faut trouver quelque chose pour changer ça. Parce que sinon, comme tu dis, les deux McLaren à 10 tours, Ocon à 1 tour, ça n'a pas de bon sens, là. C'est ça. C'est soit on fait des pneus qui se dégradent plus, ou soit limite on fait des pneus qui se dégradent pas. Fait qu'on y attaque tout au long. Ça pourrait être ça aussi. Genre, en tout cas, ça pourrait être un truc. Ou sinon, il y a un truc que je crie sur les toits depuis plusieurs années. Il faudrait qu'ils ramènent les ravitaillements d'essence. Genre, ça a rajouté vraiment du suspense, genre jusqu'en 2009, jusqu'à ce qu'ils l'enlèvent, là. Genre, parce qu'en qualif, souvent, le truc, c'est que les stratégies, il y avait des stratégies pour la course parce qu'il y a certains pilotes qui partaient avec, avec plus d'essence en qualif. Comme ça, après, peut-être qu'ils se qualifiaient moins bien. Mais par contre, après, en course, ils pouvaient faire un premier relais plus long. Mais ouais, ça jouait vraiment sur la stratégie. Il y avait des meilleures stratégies à cette époque-là. Fait qu'en tout cas. Sinon, classement pilote, Norris a fini de la piècerie, mais il aurait pris 3 points. Fait que, écoute, il n'y a pas de grand changement en tant que tel. Sinon, Verstappen, on va pas dire qu'il est de retour dans la course au titre, mais il est à moins de 100 points de piècerie. Donc, on ne sait jamais. Never stop dreaming, comme on dit. Pour ce qui est du prochain Grand Prix en tant que tel, ça va être pas cette fin de semaine, mais l'autre qui s'en vient. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. C'était soldé l'année passée par la deuxième victoire d'Oscar Piastri et la course exacte où ce que Ferrari a perdu le constructeur. Merci Carlos qui se crache dans le mur à 2 tours de la fin, on apprécie. Avec Perez. Ouais, en tout cas. Mais ouais, c'est ça, donc le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui va être à surveiller dans 2 semaines pour le prochain Grand Prix de la saison. Sinon, maintenant, on peut parler un peu de la première semaine d'activité dans la NFL parce qu'il y a eu des excellents matchs. Ouais, c'était incroyable. Il y a eu le match Dolphins-Colts, que ça, on n'en parlera pas parce que c'était pas très serré. Mais par contre, on peut parler de... Les Dolphins se sont fait détruire. Genre, pour vrai, sincèrement, oui, c'est ce que Olivier et Jacob avaient raconté dans l'épisode de la semaine dernière. Oui, ils s'attendaient à ce que les Dolphins, ça craque cette saison. Mais pas... Là, 33-8, c'est intense. Mais ils pensaient que ça allait craquer, mais pas au match numéro 1 contre les Colts. Ouais, les Colts les Colts, c'est pas une puissance. Là. Leur QB, c'est Daniel Jones. Puis l'année passée, il était moyen. Genre, c'est pas comme s'il avait perdu contre les Eagles ou contre les Ravens. C'est vraiment les Colts. En tout cas, c'est une grosse défaite du côté des Dolphins. Le premier match de la saison, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit très passionnant, le match Eagles-Cowboys, mais pourtant, on a eu un bon match, très offensif au début. Malheureusement, on dirait qu'il y a vraiment... Tout a perdu en rythme quand il y a eu l'arrêt pour la météo, puis après, c'est ça, il ne s'est pas passé grand... il n'y a, plus de points. Il n'y a plus de points. Fait que victoire des Eagles 24-20, donc quand même relativement serré.
Dak Sinon, avait vraiment bien joué. Je voudrais oui. dire que CD Lamb a eu un bon match pour commencer, mais à la fin, il a échappé des ballons. Il y en avait deux particulièrement qu'il avait vraiment dans les mains, puis il les a pas eu. Ça aurait pu changer le match complètement. Puis j'ai été aussi déçu de la défense des Eagles. Puis aussi, il faut pas oublier de parler du crachat au début. Ah oui, Euh, le crash là. Jalen Carter qui a craché sur Dak Prescott, qui a été expulsé après 6 secondes. Mais en même temps, il faut dire que Dak Prescott, il a fait exprès. Il a craché à côté du joueur, puis aussi le nargué, puis ça a marché. Le gars, il a pété une latte, puis il s'est vengé. Sinon, le vendredi, l'équipe que j'ai sur ma casquette, une équipe que nous deux, on aime quand même assez bien, les Chiefs, qui ont perdu. Moi, je te dis on n'en parle pas, OK? Moi Non, ça va, non. ce match n'a pas existé. Voilà. Non, mais sans blaguer. Sans blaguer, comment dire que. En tout cas, ben, c'est sûr que ça n'a pas aidé que Travis Kelce fasse un friendly fire avec Xavier Worthy début du match. Ça n'a pas aidé non plus. Puis là, Worthy, son absence, est-ce qu'on sait un peu ça va être À combien de date, c'est temps? semaine à semaine. Ça se peut qu'il manque plusieurs matchs. Puis comme on le Ah, sait, Rashi Rice va manquer les six premiers à cause d'une suspension. Plus un autre receveur, Jalen Warren. Je me souviens plus exactement qui, mais il y avait les trois premiers receveurs qui étaient plus disponibles pour Mahomes. Donc là, ça fait que Mahomes, ça se voyait, là. Ça se voyait dans le il match, là, essayait, Mahomes. mais il n'y avait plus personne vraiment à passer. Ouais, Puis en plus de ça, les Chargers ont vraiment très bien joué. Justin Herbert a ouais. été excellent. Donc ils ont réussi à remporter ce match-là. Et juste pour vous dire, les trois autres équipes de la division ont gagné les matchs, autres que les Chiefs. Donc les Chiefs sont derniers de cette division-là. C'est pas souvent qu'on voit ça. Donc pour tous eux qui détestent les Chiefs, vous pouvez célébrer. Juste attendre de voir si les Chiefs vont pouvoir remonter ça. Sinon, le dimanche, il y a quand même eu Ah, plusieurs bons matchs. oui, Moi, il y a un match que je regardais particulièrement, c'est les Bucks contre les Falcons. J'ai plusieurs joueurs dans mon oui. fantasy dans ces deux équipes-là. Ça a été un très bon match qui a été soldé par des botteurs qui ont ruiné. Parce que justement, jusqu'à la fin, les Falcons ils ont marqué un touché. Non, c'est les Buccaneers qui ont marqué un touché. Et là, ils pouvaient monter avec le botté pour faire 4 points d'avance. Que là, ça aurait été quasiment sûr qu'ils gagnent la partie. Le Mhm. botteur a raté. Donc, il y avait seulement 3 points d'avance. Donc là, après ça, les Falcons ont réussi à remonter rapidement de terrain. Il y avait un botté de 44 verges à faire. Et leur botteur a raté. Donc, il n'a pas égalisé. Donc, c'est deux bottés de suite qui ont pu quasiment faire perdre leurs équipes. Mais pour les Falcons, ils ont fait perdre. Sinon, ils auraient pu égaliser 23-23. Sinon, ça a été un très bon match. Surtout de la recrue des Bucks, Mbuka, qui a été très très bon. Deux passes de toucher attrapées. Sinon, un autre match, c'est les Bengals-Browns. Oui. Honnêtement, les Bengals, ils ont eu chaud, là. 17-16 contre les Browns. En plus que Joe Flacco, ses passes, il lançait tout croche. Ça n'a pas été le meilleur pass de Jamar Chase puis Joe Burrow. Une chance qu'ils n'ont pas perdu contre une des pires équipes de la ligue. Comme on sait, les Browns vont pas être très bons. Donc, une chance qu'ils ont gagné, sinon ça aurait été gênant de la part des Bengals. Sinon, Ça un n'a pas des été un gros matchs. match offensif, là. Genre, Non, je non, veux vraiment dire, pas. mais. En tout cas. Sinon, un des matchs que toi tu regardais le plus, c'est les Jags contre les Panthers, le match de la semaine, comme on peut Oui, dire. ben, je suivais le score qui bougeait toutes les 3 secondes quand j'écoutais le match Cards Saints, un autre match qui était à surveiller, bien sûr. Les Jaguars, ben pour eux, je m'attendais pas à ce qu'ils gagnent 26-10. Hein. J'en ai Non. pas. En Surtout tout cas, que mais, Oli et Jacob nous avaient dit que les Panthers pouvaient peut-être surprendre. ouais. Finalement, pas du tout. Pour le premier match, ils n'ont rien surpris pendant tout. Bah, je suis content. Les Cards, ils affrontent semaine 2. Donc, Oh, c'est peut-être bon pour eux. Mais sinon, un truc que je voulais marquer dans ce match-là, c'est pour les Jaguars. Travis Etienne avait l'air d'être revenu à Travis Etienne il y a une couple d'années. On le sait, l'année dernière, ça a été très difficile. Donc peut-être qu'il peut être de retour à sa forme de running back élite. Sinon, pour ça, dans ce match-là, il n'y a pas eu grand-chose vraiment à marquer dans ça. Sinon, du côté des Raiders Patriots, ça aussi, c'était un match un peu comme Panthers Jaguars, pas le plus excitant, disons. Mais ouais, non, Gino Smith, son premier match avec les Raiders, il a quand même très bien fait. Honnêtement, moi j'ai été un peu déçu des Patriots. Je pensais que cette année, peut-être qu'il allait pu montrer quelque chose avec Drake May, toutes les additions qu'il avait match faites. 1, là, match 1. Mais c'est le match 1, ils ont le temps de montrer. Mais de ce que j'ai vu dans ce match-là, c'était un peu décevant, disons. Sinon, tu peux nous parler du match que toi tu as regardé le plus, Cards Saints. Oui, parce que les Cards d'Arizona, bien sûr. Très gros match de Marvin Harrison en tant que tel, puis aussi de Trey McBride, c'est ça son prénom? Ouais. Donc, des gros matchs pour les deux qui sont allés chercher beaucoup de verges avec des passes, des longues passes. C'était quand même été un match, ça a quand même été un match serré. Moi, personnellement, j'avoue, j'avais entendu la stat, pas la stat rapport avec Call of Duty pour Kyler Murray, mais la stat qu'il n'est pas capable de faire des passes très très longues, genre. Et ça se voyait tellement, j'étais tellement tanné de le voir tout le temps garder le ballon. Genre, sincèrement, j'étais comme,
passe à... Mais peut-être qu'en même temps, il n'y a pas d'option avec ses receveurs. Ça se pourrait très bien aussi. Mais Kyler Murray, c'est vraiment un gars qui va garder le ballon souvent. Puis, tu sais, il ne fait pas des longues passes en tant que tel. Mais sinon, victoire des Cards, un peu quand même assez serré, surtout en fin de match. Là, on a manqué un peu voir les Saints égaliser parce qu'ils étaient vraiment proches en fin de match. Mais quand même, bonne victoire pour commencer la saison. On joue contre les Panthers en semaine 2. J'espère une deuxième victoire rapidement. Sinon, on peut continuer. Gros match offensif entre les Jets et les Steelers qui s'est soldé par une victoire de 34 à 32. Très surprenant. On Oui, s'attendait à un match justement, hyper défensif. on parle, c'était les débuts d'Aaron Rodgers avec les Steelers. Puis je crois qu'il a quand même bien fait. 2 passes de toucher, notamment. Non, 2 passes de toucher, c'est Justin Fields. Okay. Le carrière des Jets. Steelers, Aaron Rodgers, c'est 4 passes de toucher. Oh, 4 passes de toucher. 4 passes de toucher avec aucune interception. Il a égalisé Tom Brady pour le plus de fois en carrière que ça a été fait. Il a vraiment été très très bon. Surtout qu'on avait parlé avec les deux gars pour le preview de la NFL. Il était affreux en pré-saison. Il bougeait pas. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Puis là, on dirait qu'on a revu le Aaron Rodgers des temps qui était le meilleur QB de la ligue avec Tom Brady et tout ça. Donc, pour vrai, énorme surprise. On doit quasiment faire notre meilleur culpa à Aaron Rodgers. Tout le monde, partout dans les médias, ses réseaux sociaux, partout, tout le monde disait que ça allait être un désastre. Puis finalement, ça a été un très bon match. Puis les deux équipes, offensivement, ont très très bien fait. On pensait que ça allait finir 8 à 9. Finalement, 34-32. Ça a été un des matchs les plus offensifs. Donc, grosse surprise de ce côté-là. Bon, ça, c'est semaine 1, mais en tout cas, c'était quand même un bon match. Sinon, rapidement, les Commanders, 21-6, victoire contre les Giants. Aucune surprise. Ouais. Giants, c'est pas une grosse équipe. Broncos, victoire de 20-12 contre les Titans. Là encore, on s'y attendait. 49ers, victoire de 17-13. À voir comment l'opinion de Jacob et d'Olivier sur les Seahawks. C'est pas tant surprenant de voir les 49ers gagner. Sam Darnold a été très décevant parce que les 49ers, ils n'ont pas beaucoup de receveurs, comme on sait. Ayo qui est blessé et d'autres choses. Et les Seahawks, à part Njigba, ça a été vraiment pas un bon match. Surtout Sam Darnold, on a compris pourquoi les Vikings n'ont pas gardé même après une saison de 15 victoires. Sinon, un des deux matchs qu'on pensait qu'elle allait être les plus intéressants, finalement, les Packers ont fait une bouchée des Lions. Les Lions pouvaient rien faire offensivement puis défensivement non plus. Macar Parsons a été très très bon pour Green Bay. Jamar Gibbs, j'ai vu une statistique, c'était genre le plus de nombre... Ok, non. Le moins de nombre de verges pour quelqu'un qui a fait plus que 10 courses. Donc, ça a vraiment été décevant. Je pense qu'il a fait 30 verges avec genre 10 courses. Donc, c'est pas gros. Puis je le voyais, il recevait souvent le ballon, mais à chaque fois, il se faisait arrêter une verge, deux verges. Une fois 5, mais là, après ça, 2, 1, moins 1. C'était vraiment pas fameux. Donc, les Lions, il faut qu'ils se reprennent. Puis Green Bay, ça a vraiment été très très bon. Sinon, un autre match que je regardais, parce que j'ai Nico Collins, que j'ai pris haut dans mon fantasy. Puis honnêtement, l'offensive des Texans, ça a été décevant. Les Rams, leur défensive a très bien joué. Victoire de 14-9. C'est plus ce score-là qu'on s'attendait pour les Jets contre les Steelers. Donc là, les Texans, il faudrait qu'ils se reprennent. Surtout que leur division est pas très forte. Donc, il y a une possibilité d'être premier. Donc, s'ils perdent des matchs comme ça va être un peu décevant. Et là, je peux te laisser parler du gros match de la saison. Le plus gros match. Ça a été vraiment incroyable. Je pense que ça pourrait se battre pour le plus gros match de la saison. Même dans 5, 6, 7, 8 semaines. Là, c'était vraiment un match incroyable. L'affrontement Bills-Ravens, on avait déjà beaucoup parlé avant le début de la semaine. On se disait que ça allait être le match à surveiller cette semaine en tant que tel. Puis effectivement, ça n'a pas déplu. Une grosse victoire des Bills en remontée. Dans le quatrième quart, il restait 4 minutes 30, je crois, au quatrième quart. Puis les Ravens menaient 40-25. Puis pourtant, les Bills l'ont remporté 41-40. Donc vraiment un match incroyable. La grosse offensive, c'est même limite la défensive qui a déçu du côté des deux équipes. Mais encore là, Josh Allen qui s'est levé au bon moment. Lamar Jackson aussi qui s'est levé aussi également en tant que tel. On ne peut pas parler en mal de la performance de Lamar Jackson aussi. Là, les Ravens et les Bills, gros match. C'est sûr que les Ravens, a passé de héros à 0. Derrick Henry, là, son fumble à toute fin. Là. Oui, c'est vrai. Il connaissait le match de sa vie, il avait comme 30 points fantasy, il avait comme 2 touchés. C'était Derrick Henry comme s'il était encore tout jeune. Puis à la fin, il échappe le ballon, il passe de héros à 0. Ouais, c'est que ça a tué les chances des Ravens dans l'œuf. Ça a remis les Bills en attaque. Puis après, c'était fini. En tout cas, ils ont fait le botté à la fin, le botté de 3 points pour remporter le match. Puis sinon, aujourd'hui, présentement, je vais refresh ma page pour l'instant. C'était l'affrontement entre les Bears et les Vikings en tant que tel. Justement, PO, tu peux nous parler, puisque je crois qu'il y a un carrière recrue. Ouais, c'est JJ McCarthy. Il avait été repêché, pas au dernier repêchage, le jour d'avant, mais l'année dernière, comme on le sait, les Vikings, il y avait Sam Darnold. Donc là, c'était enfin son tour d'être le carrière partant. Et présentement, son équipe perd 12-17
contre les Bears. Donc, est-ce qu'il va être capable de remonter? Surtout que la saison dernière, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les Vikings ont connu une très très bonne saison. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc, les Bears qui... c'est pas... On dit pas que c'est l'année, ça passe sa cause, mais quasiment Caleb Williams qui est rendu à sa 3e saison, qui doit montrer qu'il est capable d'être... non, 2e saison, désolé, je voulais pas dire 3e. Et vraiment, faut qu'il montre qu'il est capable de passer à autre chose, qui est vraiment... parce qu'il a été choisi premier au total. Donc, il faut qu'il montre qu'il est capable de mener une équipe à un autre niveau. Donc, s'il réussit à remporter ce match-là, ça pourrait être très très bon pour lui. 17-12 présentement dans cette rencontre-là. Sinon, on peut parler rapidement des affrontements de la semaine 2 avant de parler de d'autres petites nouvelles de football puis terminer avec d'autres sujets, ce bloc d'actualité. Alors, premièrement, moi, je pense qu'un des matchs les plus intéressants va avoir lieu jeudi. Littéralement, c'est le match Packers-Commanders. Ça risque quand même d'être bon. 2 équipes qu'on attend gros, qui ont eu des victoires quand même assez convaincantes en première semaine. Donc, ça va être surveillé jeudi à 8h15, à 20h15, donc heure de l'Est. Sinon, dimanche, pour ce qui est des grosses équipes, les Ravens vont affronter les Browns. Donc, s'ils perdent, il y a un problème. Sinon, Bengals-Jaguars, j'espère pour tes Bengals que ça risque d'être une victoire quand même assez... pas trop compliqué. Les Lions vont tenter de se reprendre en affrontant les Bears de Chicago. Peut-être plus facile, comme affrontement pour les c'est sûr que c'est mieux que les Packers, mais ça reste pas une équipe non plus facile à prendre. Sinon, les Bills vont affronter les Jets de New York. Également, les Cards vont affronter les Panthers de la Caroline. Donc, on espère une deuxième victoire rapidement. Puis des passes pour Kyler, bien sûr. Sinon, il va y avoir un rematch du Super Bowl du dernier. Les Chiefs qui vont affronter les Eagles à Kansas City. Ça va être à 16h25 dimanche que ça va commencer. J'en fais encore des cauchemars du dernier Super Bowl. Donc, j'ai hâte de voir. Puis moi, je mets Eagles favoris, sincèrement. J'ai l'impression aussi. Moins que Jalen Carter se mette à cracher sur Pat Mahomes du premier jeu du match, là, mais... J'ai l'impression que les Eagles, moi aussi, je les mets favoris. Mais ça reste que leur premier match, ils m'ont pas vraiment impressionné non plus. Donc, ça reste à voir qu'est-ce que ça peut donner. Mais je sais que ça va être un bon match. Là. Peut-être que les Pats, pas les Pats, mais Pat Mahomes va avoir le goût de se venger de justement la grosse défaite qu'il y a eu au Super Bowl. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Sinon, il y a Vikings-Falcons aussi pour terminer dimanche. Un match qui risque d'être assez intéressant. Puis sinon, les Texans vont avoir la chance de se reprendre contre les Buccaneers le lundi. Puis il va y avoir également un autre affrontement entre les Raiders et les Chargers. Donc ça va être à surveiller. Sinon, NFL, il y a un petit échange aujourd'hui. C'est Tank Gibbsy, excusez. En tout cas, si tu peux me corriger sur la prononciation de son nom de famille. Bigsby, excusez. Donc, qui a été échangé, qui est passé des Jaguars de Jacksonville aux Eagles de Philadelphie contre un choix de 5e et de 6e ronde au prochain repêchage. C'est quand même vraiment tôt dans la saison. Surprenant de le voir se faire aussitôt. Parce que moi, je m'aurais pensé peut-être un peu avant le début de la saison, mais pas au début. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour les Eagles. Justement, les Eagles, j'avais dit qu'ils avaient joué moyen, donc ça pourrait les aider à s'améliorer. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour cette équipe-là. Puis finalement aussi, autre nouvelle, là, si on parle de football canadien, les Alouettes qui contestent le retour de plusieurs joueurs, notamment Marc-Antoine Dequoy. Puis pourtant, ça n'a rien fait. Là. Grosse défaite encore. Ça a été affreux. Pour vrai. En plus, il y avait eu 4 défaites de suite, mais ils se battaient quand même pour la première place dans la division de l'Est en jouant contre les Tiger Cats. Mais ça a été affreux. Ils n'ont même pas marqué 10 points. Pour vrai, 5 défaites de suite, là, ça commence vraiment... ça sent mauvais. Là. C'est désastreux. Ils font les séries pour l'instant? Pour l'instant, ils font encore les séries, mais si ça continue, on les fera plus. Mais ça commence à être... Surtout qu'on avait hyper bien commencé la saison. Quand tout le monde était en santé, là, pour moi, on était la meilleure équipe de toute la Ligue canadienne. Mais maintenant, non, c'est affreux. Effectivement. Puis sinon, maintenant, on va passer au hockey. Il y a eu quand même des grosses nouvelles dans les derniers jours. Premièrement, il y a eu une petite signature de contrat pour Connor Zary qui a prolongé avec les Jets. Tu peux me parler rapidement de ce que tu penses du nouveau contrat? Connor Zary a signé une prolongation de contrat. C'est un jeune que j'aime quand même bien. Je pense qu'il peut bien se développer 50-60 points. Je pense que ça peut être très très bon pour lui. Donc il y a une bonne prolongation de son côté. Sinon, les grosses nouvelles, ça a surtout été du côté des Canadiens de Montréal. Des gardiens de but, parce que là, il y a eu 2 grosses nouvelles. Premièrement, le contrat de Carey Price, on sentait que ça s'en venait, mais on ne voulait pas y croire. Puis finalement, le contrat de Carey Price a été échangé aux Sharks de San Jose en retour d'un choix de 5e ronde et un défenseur que je connais pas. Non, c'est les Canadiens qui ont donné Price puis un choix de 5e ronde contre les défenseurs. Ah, ok, un choix de 5e ronde, ok, c'est bon. En gros, c'est sûr que là, c'était comme donner rien puis donner. Non, ok, c'est bon. Donc, c'est pour payer, puis c'est pas si pire quand tu compares à les Flames qui avaient donné Monahan puis un choix de premier aux Canadiens
il y a quelques années. Donc, Oui. payer juste un choix de cinquième tour, c'est pas si pire. Là, ça nous donne de la place sur la masse salariale. On va peut-être aller chercher un deuxième centre. Parce que ça m'étonnerait que si les Canadiens veulent pas un plan d'aller chercher quelque chose d'autre, ben, rendu là, tu gardes le contrat, tu le mets sur le Ouais. LTRR, puis tu continues la saison. Donc, ils ont sûrement un plan pour aller chercher quelque chose d'autre. Et par la suite, dans la même soirée, un peu plus tard, on a appris que Ken Dryden, l'ancien gardien des Canadiens de Montréal, est décédé. Qu'est-ce qui était surprenant, c'est que c'est à cause d'une bataille contre le cancer. Mais personne ne le savait, même tous les joueurs qui ont joué avec lui, à part sa famille proche, personne n'était vraiment au courant. Donc ça a un peu surpris tout le monde. Si vous savez pas à quel point Canada a été bon, il a gagné 6 Coupes Stanley en 8 ans. Donc il a vraiment été dominant. Une petite carrière parce qu'il est quitté pour aller continuer ses études en droit. Après ça, il a aussi été en politique, il a écrit des livres. Donc vraiment, c'était un homme vraiment très intelligent. Il était bon comme gardien, mais il était aussi super bon en dehors de la patinoire. Puis Ken Dryden, ça a été un des premiers grands gardiens. Il était 6 pieds 4. Dans le temps, il était tout plus petit, full agile. Donc il a vraiment amené une nouvelle mode. Puis il a vraiment été très très bon dans la dernière dynastie des Canadiens. Donc une grande perte dans le monde du hockey puis pour les Canadiens de Montréal. Puis juste pour vous dire rapidement, Ken Dryden, en gros, petite statistique comme ça, en 21-22, l'année que les Canadiens ont fini dernier de la Ligue puis ont repêché Slavkovski, si on compte les défaites en temps réglementaire et les défaites en prolongation, il y avait eu 60 défaites en tout. Puis Ken Dryden, dans toute sa carrière, a perdu 57 matchs. Donc, Il perdait pas souvent, pour vous disons. dire. Ouais, effectivement. Donc, je peux vous dire comment la grandeur de ce joueur-là dans l'histoire. Puis c'est une grosse perte pour l'organisation des Canadiens. Puis pour la Ligue nationale, sinon, il y a eu des nouveaux chandails qui ont été dévoilés. Tout d'abord, le Kraken qui a dévoilé son premier troisième chandail avec un logo qui brille dans le noir. Ça avait déjà été fait avec le Reverse Retro des Golden Knights il y a quelques années. Toi, je sais que tu l'aimes beaucoup, J'aime Théo. beaucoup le chandail, je le trouve vraiment très beau, même que j'hésite à m'en acheter un. Je le trouve vraiment incroyable. Les couleurs toutes, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais bon, c'est vrai qu'il est sympathique. Par contre, les Hurricanes ont dévoilé leur nouveau chandail à l'étranger. J'en avais parlé dans le premier épisode que ça allait s'inspirer du chandail de la série des Stats de 2023, puis ils n'ont pas manqué. Mais désolé, puis je sais que beaucoup de gens détestaient le chandail avec le Kings en diagonale, mais désolé, mais ce chandail-là est 100 fois mieux que le nouveau. Là. Genre, sincèrement, je trouve, le problème, c'est que, en gros, personnellement, si on va des couleurs en tant que telles, c'est qu'il y a trop de couleurs. Le truc avec le chandail à l'étranger des Hurricanes, depuis quelques années, ils portent un casque rouge avec le chandail à l'étranger. Ce qui se fait pas tant souvent, à part à la limite dans les matchs internationaux, parce que même les équipes à l'étranger ont des casques de couleur. Sinon, c'est quand même assez rare. Mais c'est là, mais parce que le chandail était relativement quand même blanc en majorité. Il y avait peut-être quelques lignes et motifs rouges sur le chandail, mais sinon, c'était majoritairement blanc. Mais là, tu as comme la moitié des manches qui sont rouges et noires en tant que telles. Tu as le logo qui prend toute la place, qui est rouge et noir aussi. Déjà, c'est même pas, le même motif que le logo de base de l'équipe. En bas, tu as les lignes rouges et noires, puis tu as le casque rouge aussi. Il y a trop de couleurs pour un chandail à l'étranger. Ça fait vraiment un chandail de match à l'extérieur, puis je trouve que ça marche pas. Sincèrement, ça marche pas pour un chandail à l'étranger. Puis, en tout cas, d'habitude, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les chandails avec des diagonales, même si je déteste les d'Utah. Mais juste pour dire, je trouve que ça marche vraiment pas. Genre, sincèrement, absolument déçu de ce chandail-là des Hurricanes. En plus, tu vois, le chandail à domicile, il est noir avec le drapeau. Puis là, le chandail à l'étranger, maintenant, c'est le logo de base. Déjà, leur logo principal, ils l'utilisent même pas sur chacun de leurs deux chandails. Je sais pas ce qu'ils font. En même temps, c'est une des équipes avec les chandails les moins beaux. Donc peut-être qu'ils essayent des trucs pour peut-être trouver une combinaison. Mais je trouve que Ouais, autant j'aime lui du Kraken, au même niveau, j'aime pas lui des Hurricanes. ouais. Vraiment, c'est. Je vais le dire là, c'est dégueulasse. Dégueulasse comme chandail. Ouais, ouais, je suis d'accord, c'est vraiment décevant. T'sais, vraiment, leur logo principal, ils utilisent juste leur troisième chandail, qui est leur ancien chandail à domicile. Mais lui, on l'oublie un peu. Puis sinon, rapidement, pour ce qui est du hockey en tant que. Ben là, on a fini pour le hockey. On va reparler un peu plus tard pour ce qui est du nouveau jeu qui est sorti récemment. Mais je vais faire un petit bilan de la deuxième semaine de la Vuelta en tant que telle. Donc, Jonas Vingegaard est toujours leader après 2 semaines de course. 48 secondes d'avance sur Arro Almeida et 2 minutes 38 d'avance sur Thomas Pitcock. Moi, je vais parler d'un truc qui me fâche rapidement. C'est. Je ne vais pas utiliser le terme que j'ai utilisé chez nous parce qu'il est un petit peu violent, mais c'est vraiment. C'est pas une dynastie, c'est le contraire. C'est le règne de terreur de la UAE. Je suis tellement écœuré, genre, sincèrement. En 15 étapes, ils en ont gagné 7. C'est ça le problème, c'est que sur la Vuelta, il y a deux petites équipes espagnoles. C'est la Cara Rural Seguros puis la Burgos Burpelet. Ces deux équipes-là ont des petits coureurs espagnols, des coureurs pas trop connus. T'sais. Il y a un champion du Guatemala qui est avec la Burgos, mais t'es comme, le Guatemala, c'est pas un gros pays de vélo. Là. C'est que c'est pas tellement un gros niveau.
Puis eux, c'est des équipes qui n'ont pas un gros budget, c'est qu'eux, ils utilisent la Volta, ils font les échappées, ils montent leurs coureurs pour avoir des primes avec ça. Mais à chaque fois, tu as la UAE, puis ça vaut autant pour la Visma que pour d'autres grosses équipes qui envoient des coureurs qui ont des palmarès de malades mentales. Genre, sincèrement, excusez mon terme, mais en tout cas, des palmarès de fous furieux. Ils les envoient dans l'échappée, puis ils mettent leur règne de terreur, puis après, ils gagnent des étapes facilement parce qu'ils envoient dans l'échappée genre des Juan Ayuso qui ont déjà fini sur le podium de Grand Tour, des Marc Solaire qui gagnent des courses aussi également, des excellents grimpeurs, des Jay Vine qui est excellent. Puis après, les petites équipes, ils n'ont plus de place parce que la UAE envoie 28 millions de leurs coureurs dans les échappées. Sincèrement, je suis vraiment écœuré. Puis sinon, pour ce qui est de la bataille pour le général, les 2 dernières étapes de montagne, il n'y en a absolument pas eu. Genre 0. Vingegaard fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire rester dans la roue d'un gars de la UAE. Il fait tout le temps ça avec Pogacar sur le tour. Il fait ça avec Almeida, sa Volta aussi. Il reste tout le temps dans sa roue, il n'attaque pas. Almeida, il attaque, mais à 1 km de la fin, c'est que ça ne sert à rien. Genre, sincèrement. La plus grosse bataille, c'est pour la 3e place au général entre Félix Dial, Jay Hindley et Thomas Pidcock. On va voir c'est lequel des 3 qui va pouvoir aller chercher. Soit un premier podium pour Pidcock ou Gal ou un premier podium depuis longtemps pour Hindley. Sinon, il y a eu des petites déceptions en tant que telles au niveau du général. Giulio Ciccone, qu'on voyait comme un des plus forts à Vingegaard, chuté 13e au général. Il me l'avait chuté 16e après la dernière étape de montagne. Il a juste remonté dans l'échappée. Egan Bernal également qui a chuté 14e. Ça m'a fait mal. Il n'y a vraiment aucun soutien en montagne. Bernal, c'est triste. En tout cas, j'espère vraiment qu'il va pouvoir revenir au mieux l'année prochaine. Donc, sinon, il reste une semaine d'activité. Il reste un contre la montre. On va voir Vingegaard, Almeida. Almeida, c'est un très bon rouleur, donc ça va se jouer là. Puis aussi, la dernière étape, on n'est pas sûr qu'elle se tienne parce que ça, c'est un truc que je n'ai pas parlé, mais il y a énormément eu de manifestations pro-Palestine. Dans les derniers jours, ils ont même dû arrêter la 11e étape et pas déclarer de vainqueur à cause de ça, que c'était rendu trop dangereux. Puis c'est sûr que les manifestants pro-Palestine, quand il y a une équipe qui s'appelle la Israël Première Tech, c'est sûr que ça fait des problèmes en tant que tel. La Israël Première Tech ont demandé qu'ils quittent la course. Ils ont décidé de ne pas quitter. Mais par contre, ils ont enlevé les mentions Israël sur les maillots des coureurs, sur les camions, partout. Ils ont dû obliger. Mais pareil, ça reste qu'il y a des gros problèmes avec la sécurité pour l'instant. Donc ça va être à surveiller. Puis Vingegaard, notamment, s'est exprimé là-dessus pour dire les manifestants ont des raisons de faire ça parce que c'est vraiment ridicule en tant que tel. Sinon, pour ce qui est du vélo, je vais en parler un petit peu plus loin dans ma chronique. Mais sinon, on a fait le tour du côté de l'actualité en tant que tel. Donc, rapidement, on va pouvoir passer au petit bloc spécial en tant que tel. Ça va être le bloc NHL 26, parce que le jeu est sorti le 5 septembre, donc il y a 3 jours en tant que tel. Ben, ça, je parle de la version Deluxe, parce que la version de base, elle arrive 7 jours plus tard. Donc, déjà, je vais dire rest in peace à tous les joueurs qui ont acheté la version standard, qui vont commencer un Hockey Ultimate Team et qui vont voir des gens qui ont déjà stack leur équipe après une semaine. C'est fini, les gars. Est-ce que ça va prendre plus longtemps avant de gagner des matchs? Déjà que là, il y a des gens qui tryhardent, c'est rendu n'importe quoi. Donc, PO, toi aussi, tu t'as acheté le jeu. Donc, on peut autant parler de notre expérience. C'est sûr que toi, tu n'avais pas joué au 25. Fait que moi, je peux dire un peu c'est quoi les changements au niveau du gameplay. Puis je vais être très rapide, puis je pense que vous y attendez à ça. Souvent, on dit que les jeux NHL 26, c'est NHL 17 V12. Je sais pas, moi, en tout cas, mais peu importe. Pour eux, il n'y a aucun changement. Genre, sincèrement, il n'y a rien qui a changé au niveau du gameplay. Les joueurs, je trouve qu'ils sont plus lourds au niveau du maniement. Puis ça, c'est le cas depuis le 25 en réalité. Peut-être dû au fait qu'à date, j'ai surtout joué à Hockey Ultimate Team. Je pense limite, j'ai juste joué à ça. Puis c'est sûr que là, tu commences. Mon meilleur joueur en tant que tel, c'est du Morgan Riley, du Matthew Tkachuk 84. C'est sûr que ce pas des joueurs très, très rapides de base. Donc, c'est sûr que ça joue en tant que tel. Mais sinon, il y a des petites nouveautés. Il y a des nouvelles caméras lorsqu'il y a des pénalités qui sont sur le bord de se terminer ou des filets déserts. Donc, quand le gardien part, il monte une petite caméra comme RDS font en tant que tel, que les matchs de hockey font en tant que tel. Ça, c'est un petit changement. Sinon, au niveau de maniabilité, comme j'ai dit, je n'ai rien noté de particulier. Niveau graphique, il n'y a rien. C'est sur le Frostbite depuis NHL 22, donc rien à dire là-dessus. Sinon, écoute... il y a eu un peu de modification du côté des X-Factors. Ils ont été un peu différents comment ils fonctionnent, mais ça affecte un peu le gameplay, mais pas tant que ça non plus. Tes joueurs qui ont les X-Factors, ils ont les X-Factors, mais c'est un peu différent. Et aussi, on va pouvoir, cette semaine ou la semaine prochaine, essayer plus en profondeur, peut-être se faire un petit billet pro, parce que ça a l'air que c'est ça le gros changement du NHL 26. Et pour quelqu'un qui n'a pas joué au NHL 25, si vous n'êtes pas des gros hardcore qui veut à chaque année l'avoir, puis que vous en foutez de jouer à hot, puis des rosters s'ils sont à jour, ben honnêtement, faites ça, skippez une année et en achetez un à chaque 2 ans, parce que honnêtement,
On dit qu'il n'y a pas de changement chaque année, mais quand t'en skips un, tu vois énormément les changements entre le 24 et le 26. Donc Ouais. c'est peut-être plus worth it pour vous si vous n'êtes pas intense à vouloir absolument jouer à hot à chaque année. C'est peut-être vraiment mieux, parce que moi, j'étais genre, ben oui, ça l'a changé. Je disais ça à Thierry, t'es genre, ben, comparé à l'année passée, je vois pas tant de changements. Donc Non, si t'en skips un, ça peut être plus avantageux pour votre argent. Par contre, il y a un nouveau mode de jeu dans Hot, c'est le Cup Chase. Donc, en gros, ça, c'est une saison de 18 matchs en hors ligne que tu peux booster ton équipe. Tu gagnes des matchs contre l'IA. Donc, ça, c'est pas pire. C'est pour booster son équipe en tant que tel. Sinon, ben, les saisons, les nouveaux, là, il y a les Shell Week qui viennent de sortir. Donc, on peut obtenir 4 joueurs qui sont 84 overall. Justement, moi, PO, avant l'enregistrement, on est en train de discuter c'est qui comprenait entre Jacob Slavin ou Jacob Trouba. Donc, pour le joueur à la défense. Sinon, en tout cas, il n'y a pas eu gros. Les plus grosses cartes à date, c'est du 86, 87 avec les cartes icônes, mais ils sont à part si tu games 30 heures dans ta journée. Oui, j'ai dit 30 heures, mais donc, ça va être compliqué de toutes les avoir. Sinon, ben, je peux parler de mes matchs. À date, j'en ai joué 9 en ligne, j'en ai gagné 5, j'en ai perdu 4. La plus grosse défaite, c'est 6-3. Mais la plus grosse victoire, c'est 3-1/4-2 en tant que tel. Deux de mes 5 victoires, le gars Rashkid avant la fin du match. Donc, en tout cas, je ne peux pas dire que j'ai joué au complet. Mon Capriccia 85 a fait un tour de chapeau maintenant. Donc, en tout cas, c'est ça. Sinon, puis aussi, juste rapidement, pour mettre sur ton argument de skipper les années, en plus, depuis le 22, maintenant, les gens peuvent créer leur alignement. Ils peuvent créer un peu les effectifs en tant que tels, comme des changements, puis les partager à la communauté. Donc, tu sais, par exemple, vous avez le 25, vous ne voulez pas acheter le 26, c'est sûr qu'il y a des gens sur le 25 qui vont faire un roster semaine 1, 25-26 en tant que tel, puis après, au pire, vous l'updatez vous-même. Ça se fait très bien. Là. Vous avez juste à créer quelques joueurs. Sinon, c'est pareil pour le 24, tu avais des équipes. Si vous voulez, par exemple, vous êtes avec le 25, puis vous voulez vraiment que ce soit Mammoth de l'Utah, puis pas Utah Hockey Club, vous pouvez vous créer un Mammoth de l'Utah. Là, ça se fait très bien. J'ai vu des gens le faire. Donc, tu sais, juste pour mettre, ça peut être très bien maintenant. En plus, avec le partage, là, au lieu de tout faire, c'est même pas obligé. Il y a des gens qui le font à votre place. Donc, ça, c'est quand même le fun. Mais oui, sinon, on va essayer. Moi, je serais vraiment partant de m'essayer un BA Pro en tant que tel, parce que je sais que franchise, il n'y a aucun changement. Donc, je vais peut-être essayer un petit Ben, BA Pro pour voir les le changements. franchise, les gros changements, c'était l'année dernière. Ouais, c'est Là, ils se l'année sont passée. attaqués à Bia Pro. Donc, peut-être qu'ils vont essayer à chaque année de changer un mode. On va voir ce que ça va donner. Mais en même Encore là, temps, BA Pro, pas de changement d'année. nous deux, on n'a jamais été des gros joueurs BA Pro. Ouais. Donc, c'est là que je vais voir. Mais moi, qu'est-ce que j'avais arrêté? Parce qu'avant, quand j'étais plus jeune, j'en faisais quand même. C'est le fait qu'on pouvait pas aller jouer comme dans le junior, faire une année complète. On pouvait plus retourner dans la Ligue américaine, tout ça. Puis là, ça a l'air qu'on va pouvoir. Donc, ça veut être intéressant. Là, ça fait vraiment comme si tu devais grinder pour te rendre. Parce que là, tu jouais 2 matchs de Coupe Memorial. T'étais drafté genre un ou deux. Puis t'étais déjà genre deuxième trio. T'es genre. Je sais pas, là, c'est comme. Ben, il me semble qu'on pouvait jouer des saisons complètes, mais ça, c'était avant l'update BA Pro sur le 21. Ouais. Là. Je pense que c'était ça en tant que tel. Sinon, ben, là, tu sais, par exemple, on peut jouer le Mondial Junior, mais est-ce que j'ai entendu dire tu commences en demi-finale du Mondial Junior? Tu sais, tu joues même pas le Mondial Junior au complet, c'est ça que j'ai Si c'est compris. ça, c'est caca, là. En tout cas, c'est ça que j'avais compris. Peut-être que je dis de schnout, là, ça se peut très bien. Mais en tout cas, c'est qu'on va peut-être essayer. Mais c'est sûr que ouais, moi, ça va être de m'accrocher en tant que tel. Parce que j'avoue que le BA Pro, j'ai de la misère à accrocher, en tout cas plus qu'un mode franchise ou que du hot maintenant depuis le 24. Donc, c'était tout pour la chronique NHL 26. On va essayer de parler de ça à chaque semaine un peu. Sincèrement, on se fera des modes franchise, on se fera des BA Pro. On va probablement s'en créer un. On va parler de ça dans les prochaines semaines. Sinon, on peut tout de suite passer à mon bloc avant que toi, PO, tu commences tes previews de la division métropolitaine en tant que telle. Moi, je vais parler de mon bloc. On va retourner dans le cyclisme parce que cette fin de semaine, la semaine dernière, en plus de la Vuelta, c'était le Tour de Grande-Bretagne qui avait lieu. C'est pas une grosse course cycliste en tant que telle, là, c'est pas ça. Mais moi, je voulais parler en tant que tel parce qu'il y a un coureur qui a terminé sa retraite. Non, je veux dire, qui a terminé sa carrière, qui va prendre sa retraite à la fin du Tour de Grande-Bretagne. C'est le Gallois, donc il vient du Pays de Galles. Il a terminé chez lui à Cardiff. Geraint Thomas, qui est avec mon équipe, la Ineos Grenadiers, mon équipe préférée. Puis ça tombe bien que c'était mon coureur cycliste préféré en tant que tel. Parce qu'en gros, il a pris sa retraite à 39 ans. Mais c'est pour parler un peu, genre faire un petit peu un recap de sa carrière en tant que tel. Geraint Thomas, c'est un gars qui s'est illustré sur les grands tours, mais il n'était pas vraiment prédisposé à ça au début. C'est un gars qui vient de la piste en tant que tel. Donc, il s'est surtout illustré en début de carrière en cyclisme sur piste. Il a notamment été si j'exagère pas trop, je vais juste aller vérifier rapidement, mais je crois qu'il est double champion olympique sur piste en tant que tel en 2008 puis en 2012. Donc, c'est un excellent coureur en tant que tel
en cyclisme sur piste, pardon. Je me répète un petit peu. C'est champion du monde de poursuite par équipe en 3 années, champion d'Europe de poursuite par équipe, champion de Grande-Bretagne sur route en tant que tel. Mais en tout cas, c'est vraiment illustré cyclisme sur piste. Après, il a transitionné sur le cyclisme sur route. Au début, c'était plus un coureur de classique, donc des courses d'un jour, des petites courses, c'est pas trop, pas de gros niveau en tant que tel, c'était pas des grosses courses en tant que tel. Mais après, à partir de 2010, avec la Team Sky, il a vraiment commencé à progresser de plus en plus, à jouer tranquillement les petits classements généraux. C'était quand même un bon grimpeur en tant que tel. Il va gagner Paris-Nice en 2016, va porter le maillot jaune du Tour de France en 2007, quelques étapes. Puis c'est en 2018 qu'il va vraiment s'illustrer en remportant le Tour de France, donc devant notamment des Tom Dumoulin, des Chris Froome, des Primoz Roglic. On ne le voyait pas vraiment là, mais Chris Froome venait de terminer le Giro, mais en tant que tel, il avait vraiment connu un gros Tour de France 2018. C'était vraiment illustré là avec 2 grosses victoires en montagne, des contre-la-montre solides en tant que tel. Puis là, à partir de ce moment-là, Ineos avait vraiment une autre cartouche à jouer sur les classements généraux, en plus de Froome qui plus tard s'est blessé puis a droppé. Là, Chris Froome, maintenant, on n'en parlera pas. Mais en tant que tel, ils avaient une autre grosse cartouche. Puis Geraint Thomas, sincèrement, il a connu d'autres gros résultats. Sur le Tour de France 2019, il a quand même fini 2e derrière son coéquipier Egan Bernal. Donc, Tour de France 2019, meilleur Tour de France de tous les temps, je m'en fous. En tout cas, récemment, je parle. Incroyable pour ceux, si vous voulez aller checker des highlights. Après 2020, c'est sûr que Geraint Thomas a été malchanceux avec les blessures en 2020, 2021. 2021 va quand même gagner le Tour de Romandie. 2022 va gagner également le Tour de Suisse. Puis aussi, il va finir 3e du Tour de France derrière les 2 extraterrestres que sont Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Donc, vraiment, c'était le dernier qui était capable de les suivre avant de lâcher. Puis sinon, il était très solide en tant que tel, Geraint Thomas, sur le Tour 2022. Après, Tour d'Italie 2023, il va aller chercher la 2e place au général. Il va même perdre le général lors de l'avant-dernière étape, alors qu'il a porté le maillot rose pendant une dizaine de jours en tant que tel. Et il a perdu le Giro par 14 secondes, si je me souviens bien. Donc vraiment très peu face à Primoz Roglic. Puis là, en tant que tel, là, on parle en 2023. Là, il a 39 ans présentement. Donc, il avait 37 ans à ce moment-là lorsqu'il perd le Giro. Donc, tu sais, quand même, à cet âge-là, 37 ans, il est capable de jouer aussi gros sur un grand tour puis de passer proche de le gagner. C'est vraiment très impressionnant. On va finir 2e du Tour d'Italie en 2023. L'année passée, il va finir 3e du Tour d'Italie pour ce qui est son dernier podium sur un grand tour. Là, il avait fini à 11 minutes de Pogacar, mais en tant que tel, il avait quand même été solide. C'est sûr que Geraint Thomas, beaucoup de gens n'aiment pas sa façon de courir parce que c'est pas un Pogacar, c'est-à-dire qu'il va attaquer hyper loin dans la montée puis qu'après, il va courir offensif. C'est un coureur qui est vraiment pas offensif du tout, mais par contre, un coureur qui était diablement efficace, là, genre sincèrement. Oui, il attaquait pas, mais par contre, il était toujours là, il se connaissait, il montait à son rythme. C'est un coureur qu'on appelle diesel un peu. À ce moment-là, il va vraiment monter à son rythme en tant que tel. Mais il va être solide, il va réussir à ne pas perdre trop de temps, il va gagner du temps comme ça, en n'explosant pas, gardant son rythme, avec un coureur vraiment très efficace. Puis donc, justement, là, c'est sûr que dans les dernières années, après son podium sur le Giro, il disait je ne ferai plus aucun classement général, je vais courir pour le fun. Puis il avait déjà annoncé sa retraite en début d'année. Donc là, qu'il la termine chez lui lors du Tour de Grande-Bretagne, chez lui à Cardiff, au Pays de Galles. Donc une excellente carrière pour le Britannique. Je vais être triste de voir partir parce qu'il avait quand même une très belle personnalité. Beaucoup de gens l'aimaient pour ça dans le peloton professionnel. Donc, bonne retraite à G. C'est son petit surnom. Sinon, on va pouvoir maintenant passer à ta chronique, PO, pour ce qui est du preview de la division métropolitaine. On va commencer ça. Donc là, maintenant, PO, on va commencer ton preview de la division métropolitaine de la LNH avec les 4 dernières équipes de la saison dernière, donc les Flyers, les Islanders, les Penguins et les Rangers. Puis on va commencer justement avec la moins bonne des 2 équipes de la Pennsylvanie, les Flyers. Les Flyers, tu dis que c'est la moins bonne des 2, mais pour cette année, je ne sais pas, ça reste à discuter. L'année passée. Cette année, ça risque d'être la meilleure des 2. Donc, ils ont re-signé Noah Cates, 4 ans, 4 millions pour la première signature. C'est un bon contrat, c'est un joueur correct, il va jouer sur un 3e, il peut dépanner sur un 2, donc 4 millions, ça va. Ensuite de ça, ils ont signé Noah Jolson, 900 000 $, 1 an. Donc, commencé, Noah Jolson, le choix de premier tour, élite des Canadiens. Oui. En 2015. Mais surtout en 2015, un draft que... Il n'y a pas eu beaucoup de bons joueurs en 2015. Non, il n'était pas stack. Là. C'était le même niveau que... Non, même niveau que 2022. Après ça, leur grosse signature, je me demande pourquoi c'est ça leur grosse signature. Dvorak, 5,4 millions pour 1 an, c'est énormément d'argent. Ouais. Mais en même temps, quand je regardais, comme on avait parlé les dernières fois,
il n'y avait pas de joueur de centre. Donc, s'ils voulaient absolument un joueur de centre responsable dans les deux sens, ben c'est ça qu'il fallait payer. Ensuite, ça, dans les buts, ils sont allés chercher Dan Vlador, 2 ans, 3,35 millions de dollars. Je pense que c'est quand même un gardien qui pourrait être très très bon. Il est un peu sous-coté. Il était derrière Wolf l'année passée avec les Flames. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année du côté des Flyers. C'est question pour toi. Vladar, on sait que c'est surtout un gardien qui a été habitué à être backup parce que au début, il était à Boston, mais il était derrière genre Swayman, Rask. Après, il a été à Calgary, il était le backup de Markstrom, puis plus tard de Wolf. Là, avec un Ersson, qu'on est d'accord, c'est pas le meilleur starter de la ligue, tu penses-tu qu'il pourrait devenir le starter des Flyers? Ben, clairement, il va se battre pour la place de gardien numéro 1. Clairement, comme je te dis, Harrison, c'est pas un gardien numéro 1. Même que pour moi, c'est un deuxième gardien. Même qui a été plutôt très décevant. Donc, selon moi, Vladar pourrait se battre pour cette place-là. Puis il pourrait facilement l'avoir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que quand il était avec Boston, il était très très bon. Là, vraiment, au Flames, c'était 100% un deuxième gardien. Parce qu'avec Boston, quand c'était lui puis Swayman, c'était comme deux jeunes. Donc, il n'y avait pas vraiment de numéro 1. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ça reste que c'est pas un gardien numéro 1 élite, là. Ouais. Puis sinon, Ivan Fedotov, es-tu encore dans l'équation? Oui, il pourrait, mais moi j'ai vraiment pas aimé comment il a joué la saison dernière. Là. Les Flyers, c'était une équipe avec les pires gardiens, le pire duo de gardiens. Ouais. Donc pour moi, Vladar va tout avoir ses chances. Surtout à 3,3 millions, ça commence à être cher pour un deuxième gardien. Comme on le sait, Montembeault avec le Canadien, il est à 3,1, quelque chose comme ça, puis c'est un gardien numéro 1. C'est ça. Ouais. Donc je pense qu'ils vont l'essayer. Sinon après ça, ils ont signé probablement leur meilleur jeune défenseur en Cam York, 5 ans, 5,15 millions de dollars. Quand même une bonne signature. C'est rien de fou, Cam York, ça va être un bon défenseur top 4, rien de élite. Donc 5 par 5, c'est très très bon. Ensuite ça, c'est pas mal tout pour les signatures. Sinon du côté des transactions, ils en ont fait une. On pourrait dire une grosse transaction, mais en même temps une petite, parce que ça n'a pas coûté grand chose. Ils sont allés chercher Trevor Zegras. Ils ont donné un choix de 2 en 2025, un choix de 4. Et Ryan Poehling. On le sait, qui ont pensé que ça allait tout être le prochain Wayne Gretzky. Après qu'il ait gagné le championnat du monde junior, ben pas gagné, mais il était joueur par excellence. Puis après ça, quand il est arrivé avec les Canadiens 3 buts à son premier match, on était genre, hey, c'est le prochain Mario Lemieux, le prochain McDavid. Finalement, c'est plus un centre de quatrième trio qui est quand même rapide, qui est responsable de sa zone. Donc, payer juste ça pour Zegras, quand il y avait des rumeurs il y a quelques années que le Canadien était prêt à donner Mailloux plus un choix de premier tour. Finalement, c'est Poehling puis un choix de 2. Pour moi, pour les Flyers, c'est un très bon échange. Ils ont payé très peu, puis Zegras pourrait exploser. Puis même s'il n'est pas tant bon, Poehling fait un choix de 2. C'est vraiment pas si grave. Donc pour les Ducks, ils voulaient vraiment s'en débarrasser. Peut-être qu'il y a un problème encore plus que qu'est-ce qu'on sait pas. Parce que pour ça, même si Zegras reste qu'est-ce qui a été la dernière saison, pour moi, ça va être une bonne échange pour les Flyers. Sinon, si on regarde du côté du repêchage, ils ont été une des équipes que j'ai le plus aimé et le plus détesté en même temps. Ils ont choisi 6e Porter Morton. Très bon choix. Moi, je l'avais dans mon top 3. Non, top 4. Top 4. Et donc, je l'aimais beaucoup. Donc, 6e, je trouve que c'est très très bon. Après ça, ils ont donné 2 choix plus tardifs de première ronde pour aller chercher le choix de numéro 12 aux Pingouins. Donc, je me suis dit, ok, ça veut dire qu'ils vont prendre un bon joueur, un joueur que j'ai haut dans ma liste, Nesbitt. Je l'avais fin première ronde, début deuxième. Donc pour moi, c'était vraiment un reach de leur part. Mais après ça, 40e, ils ont eu Mortag, que lui, je l'avais fin première ronde, donc 40e, c'est très très bon. Et 48e, ils ont eu Shane Venzaghi, que j'avais aussi en fin de première ronde. Donc 2 autres très bons choix. Donc ils ont 3 choix que j'adore dans le top 50 et un que je déteste. Donc je sais pas si je dois les mettre gagnants. Ou perdant ou nul, mais ça reste. Je pense que je vais les mettre dans gagnant. Je trouve qu'ils ont 3 très bons choix. Puis même si Nesbitt, je l'aime pas tant que ça, quand tu regardes ces 4 joueurs que je pense qu'ils pourraient être des joueurs qui vont faire impact dans leur équipe dans le futur, donc ça reste une équipe très très bon. Donc si on regarde rapidement du côté de l'alignement, si je regarde qu'est-ce que Puckpedia ont décidé de faire, premier trio, ils mettent Michkov avec Couturier et Konechny. Ça c'est un trio qu'on a vu la saison dernière qui a quand même bien fonctionné, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout une deuxième année de Michkov. Il est plus avec Tortorella, est-ce que Tortorella va encore il pourra plus le bencher comme on l'a vu, donc Michkov qui on le sait a fait 60 en haut de 60 points la saison dernière, cette année une deuxième année peut-être 70, peut-être 80, on sait jamais. Ensuite ça, le deuxième trio, eux ils mettent Forrester avec Zegras et Tippett. Donc ça va être un trio très offensif. On le sait, Zegras, c'est quand il joue au centre, c'est pas le meilleur centre dans les deux sens de la patinoire. Peut-être qu'il va se mettre à l'aile, peut-être qu'ils vont monter un Dvorak, un Cates, on sait jamais. Ensuite de ça, troisième trio, il y a Abels, Cates et Bring. Ça c'est des jeunes, on va voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Sinon le quatrième trio, c'est déjà un plus de vétérans, Delaurier, Dvorak, Attaway. Selon moi, Dvorak ne va pas jouer sur un troisième trio à payer 5,4 millions. J'ai l'impression que peut-être
Zegras va se faire tasser à l'aile, Forrester sur un troisième, Abels va descendre sur le quatrième trio, puis Dvorak va monter dans le top 9. Peut-être, on va voir ce que ça va donner. Mais si ça reste ça, ça fait qu'ils ont quand même une ligne de centre quand même assez profonde. Couturier, Zegras, Cates, Dvorak, ça reste quand même très très bien. Qu'est-ce que toi tu penses de cette attaque-là, qui est bonne, mais sans plus, là? Ouais, bah, tu sais, genre, vraiment, c'est les deux premiers trios que je trouve plus intéressants. Avec les Michkov, Couturier, Konechny, puis après Zegras, on va voir si Zegras est capable de redresser la pente, mais sinon, c'est ça, là. C'est correct sans plus, là. Ben, ça va surtout être le fun à regarder. Peut-être qu'ils gagneront pas des matchs, mais ils pourraient faire une coupe de Michigan, disons. Du côté de Michkov, Zegras, on le sait qu'ils sont assez capables. Sinon, si on regarde du côté de la défense. Oui. Excusez, mais au moins, en plus, s'ils font des Michigan, Tortorella sera pas là pour crash ouais, out. Donc, c'est vrai. Au moins, il y a ça. C'est ça, il pourra plus faire des crises de panique sur le banc parce qu'ils ont essayé de faire 3 Michicans. Donc, si on regarde du côté de la défense, eux, ils mettent la première paire Sealers avec Sanheim. Comme on le sait, Sanheim, depuis quelques années, il a vraiment montré que c'était plus un défenseur de première paire. Il a vraiment explosé. Donc, c'est quand même une bonne paire, mais rien de fantastique non plus. Pour ça, ils ont York avec Drysdale. Une jeune paire. Drysdale, on le sait, finalement, la transaction est un peu décevante. Côté Gauthier fait très bien. Drysdale a de la misère à vraiment faire sa marque. Il reste quand même un défenseur quand même intéressant. Pour ça, il y a Zamula et Ristolainen. Donc, c'est une défensive que il y a beaucoup de points d'interrogation. Est-ce que Drysdale va être capable? Est-ce que Ristolainen va être capable de finalement être capable de jouer défensif? Ça m'étonnerait à ce point-là dans sa carrière. Est-ce que ça va être une défensive qui va être capable de vraiment compétitionner pour une place en série? Je pense pas. C'est une défensive plutôt moyenne, un peu comme on pourrait dire comme l'attaque des jeunes, des joueurs un peu intéressants, mais rien de très concret. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette défensive? Bah, écoute, c'est pas incroyable, là. Sincèrement, pour peut-être la première paire, là, avec, ben, première paire. En tout cas, avec au moins Sanheim et York, mais sinon, c'est rien d'incroyable. Puis Ristolainen, je veux même pas en parler, genre, sincèrement. Ristolainen, c'est pas le gars qui avait reculé lui-même dans la bande, genre, il avait tombé après, genre, à bloc ou un truc de même. Ouais. Puis sur Ristolainen, on sait que défensivement, c'est affreux, donc, ouais, c'est désastreux. Donc, en tout cas, pas grand-chose à dire, je trouve, sur la défense. Sinon, du côté des gardiens de but, on a parlé un peu tantôt, Vladar et Urson vont se faire la place. Peut-être un Fedotov qui va essayer lui aussi. Parce que j'ai dit que Vladar a payé 3,35, c'est lui qui va essayer. Mais Fedotov, lui aussi, est payé dans les 3 millions. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont se battre pour leur place. Puis oui, j'ai exactement fait cette phase quand j'avais vu le contrat la première fois qu'il avait été donné. C'est beaucoup d'argent. 3 millions. Ouais, oh, ouais. Dieu, okay. C'est très décevant. Donc pour moi, cette équipe-là, ils ont fini dernier de la division l'année dernière. Je pense qu'ils vont être dans les 3 derniers. Probablement se battre avec les Pingouins. Peut-être être meilleur que les Pingouins, mais ça reste que ça sera pas fameux. Là. Par contre, en tout cas, moi, je suis sur Daily Facer présentement, puis ils me disent que Rasmus Ristolainen est out. Peut-être le début de la saison. Ils mettent qui à sa place? Là, ils mettent Jolson. Ouais, c'est encore pire. Hein? Ouais, c'est pas mieux. En tout cas, donc, pas grand-chose à dire sur les Flyers. Donc maintenant, tu vas pouvoir passer à la deuxième équipe, c'est-à-dire les Islanders. Maintenant, on va passer à la 7e équipe de la métropolitaine l'année passée, les Islanders de New York, qui, eux, ont fait parler d'eux parce qu'ils ont eu le premier choix du tout dernier repêchage, qui s'est avéré être Matthew Schaefer, avec peu de surprises, on va se dire. Donc, plus rapidement, si tu veux nous parler de la saison morte des Islanders de New York. Ben, honnêtement, c'est une saison morte quand même assez chargée. Comme tu l'as dit, ils ont drafté premier, ils ont aussi drafté 2 autres fois en première ronde. Je vais faire tout de suite le repêchage pour que ça soit passé. Donc, il y a 3 choix de premier tour. Donc, on le sait, ils ont eu 2 choix de premier tour en échange dans l'échange de Noah Dobson au Canadien de Montréal. On va en parler plus en profondeur quand on va faire le preview des Canadiens. Donc, ils ont reçu 2 firsts et Heinemann. Heinemann, un bon joueur de 3e, 4e trio. Donc, en première ronde, Mathieu Schaefer, premier au total, un défenseur très très bon. Pas de surprise là-dessus. Ensuite, ça, Victor Eklund. Comment je l'avais décrit quand j'ai fait mes previews, c'est un Paul Byron avec encore plus de talent. Un genre de gars que les entraîneurs adorent, qui est très rapide, qui peut jouer sur un premier trio, deuxième trio, troisième trio, tu peux le mettre un peu partout, mais Eklund beaucoup plus de talent qu'un Paul Byron, je pense plus des saisons 60-70 points peut-être pour lui. Et Keishon Aitchison, si je pouvais le décrire, c'est Arbor Jackay qui sait jouer au hockey. Donc en gros, c'est que Jackay, qu'est-ce qu'il apporte, c'est la robustesse des combats, puis c'est pas mal ça. Ben lui, il apporte ça, mais en plus de ça, il a marqué comme quasiment 30 buts en tant que défenseur, donc... c'est quand même très très bon comme choix, mais à la place qu'ils l'ont pris, c'était peut-être un peu trop haut. Sinon, le reste de leur choix, il n'y a rien vraiment de très noticeable, comme on pourrait dire. Donc, si on va du côté des signatures, ils ont quand même fait plusieurs signatures. Ils ont signé Romanov comme étant
probablement leur futur numéro 1 pour eux, parce qu'ils ont signé 8 ans, 6,25 millions de dollars. Quand même un gros contrat pour Romanov. Que ça fait quand même, depuis qu'il est arrivé là-bas, il jouait souvent avec Noah Dobson sur la première paire. Donc c'est un défenseur qui joue des grosses minutes, qui avait de jeu physique, mais on le sait, c'est pas lui qui va te faire des saisons de 80 points. Par la suite, ils ont signé Tony DeAngelo, 1 an, 1,75 000 dollars. Donc plusieurs les voient jouer ensemble parce qu'il y a une paire qu'on connaît depuis plusieurs années, Pelec, Pollock, qui jouent tout le temps ensemble. Donc l'autre, pour finir le top 4, ce serait DeAngelo avec Romanov. Donc s'il est capable de jouer sur un top 4 pour 1,75 millions de dollars, c'est pas cher payé, mais comme on le sait, lui, est-ce qu'il va avoir des tendances un peu à vriller? On le sait qu'il y a eu plusieurs problèmes dans le passé avec lui. Sinon, du côté des gardiens de but, on a pu voir que Varlamov a été blessé pour quand même une moyenne période de temps. Donc, David Rittick a été signé 1 an à 1 million de dollars. Donc, la saison dernière avec les Kings, ça a été difficile, mais la saison juste avant, en 23-24, ça a été très très bon. Donc, peut-être qu'ils espèrent que ce soit ça qu'ils vont avoir de ce côté-là. Sinon, ils ont signé une prolongation de contrat avec Holmstrom, 2 ans, 3,625 millions de dollars. Donc ça, c'est un joueur quand même relativement jeune qui peut jouer sur un middle six. Ensuite ça, leur grosse signature aux agents libres. Là, Thierry, quand il a vu que c'était ça leur grosse signature, il a un peu fait une syncope parce que c'est pas le plus grand fan de Drouin. Mais c'est Drouin, 2 ans, 4 millions de dollars. Donc Jonathan Drouin qui guette un bon salaire après avoir joué avec Colorado. Il a réussi à faire quand même plusieurs points, mais en même temps, il jouait souvent avec McKinnon, des joueurs comme ça. Mais il a quand même réussi à avoir quasiment un point par match. Ensuite de ça, il y a deux joueurs que je veux parler en même temps parce que c'est des joueurs similaires. La saison dernière de la Russie, l'équipe avait signé Tiplakov. Il l'avait essayé, puis ça avait très bien fonctionné. Donc là, ils l'ont re-signé pour 2 ans, 2,225 millions de dollars. Et ils réessayent le même essai avec Shabanov, un joueur qui avait très bien fait en Russie. Et là, ils l'ont ramené cette année, 1 an, 975 000. Donc si ça fonctionne comme Tiplakov, ça pourrait être une bonne acquisition, pas cher pour eux de ce côté-là. Donc ça, c'est pas mal les moves qu'ils ont fait. Quand même des gros mouvements. Tu as donné Dobson, qui était ton défenseur numéro 1. 3 choix de premier tour, dont le premier au total. Tu étais allé chercher Heinemann, Romanov, qui est signé comme si c'était un défenseur numéro 1. Drouin, Shabanov. Donc c'est quand même une grosse off-season de leur côté. Donc si on regarde leur alignement partant, honnêtement, en échangeant Dobson, moi je pensais qu'elle allait échanger peut-être un Horvat, peut-être un Barzal, peut-être essayer d'échanger un Palmieri, surtout qu'année passée ils ont échangé Nelson. Parce que quand on regarde l'alignement, tu te dis ouais, peut-être qu'ils vont se battre pour faire 80 points, 75 points. Il n'y a rien qui t'excite. Premier trio, c'est Drouin, Horvat, Palmieri. Ça va, c'est rien. Deuxième trio, c'est Andersley qui commence à être plus vieux, Barzal s'il réussit à rester en santé, et Holmstrom. Ça peut être un correct deuxième trio, mais il y a plusieurs si. Andersley s'il commence pas trop à ralentir, Barzal en santé, tout ça. Après ça, au troisième trio, Duclair, il avait bien fait en première moitié, mais deuxième moitié, ça avait été décevant. Avec Pajot qui commence à être plus vieux, et Shabanov, il n'a pas joué encore dans la nationale, est-ce qu'il va bien s'adapter? Quatrième trio, c'est Sizikis, 850 ans, avec Tiplakov et Heinemann. Pour un quatrième trio, j'aime quand même Heinemann, même qu'il pourrait se battre pour être plus haut dans l'alignement, parce que comme on le sait, il n'y a aucun joueur qui est vraiment sécurisé sa place, surtout du côté droit. Palmieri, Armstrong, Shabanov, Heinemann. Il n'y a pas vraiment de joueurs premier trio, donc ils pourraient se battre pour cet endroit-là. Moi, l'attaque me vend pas du rêve. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette attaque-là? Ah, pareil, Ben, c'est les Highlanders. Là. Genre, sincèrement, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Là. Je me souviens pas. C'est quelqu'un sur Internet qui avait dit l'année passée, quand Ovechkin avait scoré son 895e but contre les Highlanders, il avait dit Alex Ovechkin a réussi un exploit que peu ont fait, c'est-à-dire faire écouter aux gens une game des Highlanders. Il y avait. En gros, parce que les Highlanders, on sait, autant que Barry Trotz qu'il y avait d'autres, c'est une équipe qui a tendance à jouer très défensivement, on va se le dire. Là. C'est pas une équipe qui est très wow au niveau attaque. Donc, effectivement, ça va pas du rêve non plus. Sinon, du côté de la défense, c'est déjà mieux, mais comme tu dis, c'est très défensif. Pelec avec Pollock, c'est une paire qu'on sait qui peut être très quand même intéressante, mais il commence à vieillir. Après ça, tu as Romanov, D'Angelo, ça va être le top 4. Il n'y a pas vraiment de défenseur étoile numéro 1, donc c'est vraiment plus un top 4. Mais avec le prix qu'ils ont payé Romanov récemment, peut-être qu'ils pensent que c'est lui maintenant le défenseur numéro 1 avec le départ de Dobson, qui va jouer avec D'Angelo. Romanov plus défensif, D'Angelo plus offensif, ça peut être intéressant. Et sinon, comme troisième paire, il y a Mayfield avec Schaefer ou Boguevis, tout dépendant si Schaefer fait l'alignement. Donc, comme tu l'as dit, une défensive qui va jouer défensivement comme l'attaque, rien de très wow. Et dans les buts, il y a Sorokin et Rittich. Donc, si tout le monde joue défensif et qui réussit à accorder pas beaucoup de buts, peut-être par miracle, ils vont peut-être faire quelque chose, mais ça va pas être une équipe que tu vas faire « Ok, j'ai goût d'aller écouter un match ». Toi, qu'est-ce que tu penses de cette défensive de ce gardien-là?
La défensive, comme tu l'as dit, c'est solide en tant que tel. Là, voir Schaefer aussi, il a manqué beaucoup de matchs l'année passée. Là. Il a pas rejoué depuis le Mondial Junior depuis Ouais. qu'il s'est blessé. Fait que ça va être à surveiller. Peut-être qu'il va rester junior, à moins qu'il fasse comme la trois quarts des prospects de CHL puis qu'il s'en aille aux States. Peut-être aussi. À moins qu'il soit déjà aux States. Non, là, non, c'est vrai, lui, il peut pas, parce que justement, il a signé son contrat d'entrée. Et quand tu Ok. signes un contrat professionnel, tu peux pas aller en NCAA. Ah, ok, c'est bon. Donc, Bon, soit il va aller NCAA, jouer dans le junior, ou soit il va jouer avec les Islanders. Mais c'est vrai que l'année dernière, il a vraiment pas beaucoup de joué de match. Donc, est-ce qu'il est prêt? Je sais pas. Mais si on signé le contrat du first overall, parce que le dernier premier au total qui a pas joué de match à son année suivante, c'est Eric Johnson en 2006. L'autre seul qui avait pas commencé, c'est Owen Power, mais il était revenu à la fin de l'année jouer quelques matchs. Ouais, c'est ça. En tant que tel aussi, il perdait rien. Là, fait que, Donc, c'est très rare qu'un premier ne joue pas l'année d'après. Là. effectivement. Puis sinon, pour les gardiens, Sorokin, c'est toujours un gardien qui est très solide, un des meilleurs de la ligue quand même. Fait que ça va être intéressant. Rittick, tu lui donnes 20 games, il va être capable de te sortir des trucs pas trop dégueux, mais c'est David Riddick. Faut pas s'attendre à grand-chose. Varlamov, je pense que ça sent une fin de carrière, ça blessure comme ça, parce qu'on sait qu'il est comme rendu à 35-36 ans. S'il est plus, Ben, c'est quand même il est plus inquiétant qu'ils sont jeune. allés chercher un autre gardien. Ça veut dire que c'est pas Ouais. une semaine. Là. Sinon, tu prends un, t'es jeune dans ton. Puis tu le laisses. Mais si ils sont allés chercher un autre gardien, ça sent mauvais. Là. Il commence quand même à être plus vieux. Là. Écoute, les Islanders, ils n'ont pas dit Pietro qui paye encore pour quelques années. Ah, il pourrait le rappeler. Viens-t'en. Ouais, il doit être dans le Taxi Squad à quelque part. Fait que, donc, les Islanders, c'est pas une équipe qui va vendre beaucoup du rêve, justement, mais la prochaine qu'on va parler, on va continuer dans cette thématique des équipes qui vendent pas du rêve parce que ça va être les Pingouins. Donc, maintenant, nous pouvons passer à la prochaine équipe de la Pennsylvanie, les Pingouins de Pittsburgh, qui eux aussi, comme les Highlanders, seront pas très intéressants à voir cette année, à part pour Sidney Crosby. Donc, les Pingouins qui, de fil en aiguille. Ah, je vais recommencer. De furet en aiguille. De furie en aiguille. Donc maintenant, on peut passer aux Penguins de Pittsburgh, la deuxième équipe de la Pennsylvanie, qui, tout comme leur cousin de Philadelphie, risque de se battre pour la dernière place de la division métropolitaine. Donc les Penguins, PO, à part pour Sidney Crosby, ce ne sera pas une équipe qui va être très intéressante à regarder. Justement, si tu peux nous parler un peu de leur saison morte. Ben, leur saison morte non plus n'est pas très intéressante quand on regarde que dans les 4 grosses signatures que j'ai, il y a Harvey Pinard, Tomasino puis Waterspoon. Que la seule qui mérite d'être vraiment parlé un peu, c'est Anthony Manta, 1 an, 2,25 millions. Quand c'est la seule qui mérite d'être parlée, c'est parce que. D'accord, là, c'est Anthony Manta, là. C'est pas. C'est rough. C'est rough. Ouais. Sinon, si on va du côté des transactions, il y a Clifton, plus un choix de deuxième ronde contre Connor Timmins, Isaac Béliveau. Grosse transaction. Puis après ça, ils ont donné aux Sharks Nedeljkovic contre un choix de 3 en 2028. Grosse transaction. Ils sont allés chercher Matt Dumba puis un choix de 2 contre 2 Focal. Ouh. Ouais, effectivement. Après ça, ils sont allés chercher Sealove contre Stillman puis un choix de 4. Ouh. Puis on peut déjà aller au draft. Bon, là, du côté du draft, c'est déjà plus intéressant. Ils draftaient 11e et 12e. Comme on l'a dit avec les Flyers, ils ont donné le choix de 12e tour pour avoir le choix 22 et 24. Choix numéro 11, ils ont pris Ben Kindle. C'est un choix que j'aimais quand même, mais plus vers 15-16, pas 11e. Mais ça reste un bon choix. Ensuite, ça, 22, ils ont pris Zonon et 24, ils ont pris Orcroft. Moi, je trouve que c'est un peu trop tôt. Zonon, j'avais plus 28, 29. Puis Orcroft, j'avais plus 30, 33, 35, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, je trouve que c'est des choix un peu trop tôt, mais s'ils aimaient absolument les joueurs. Et aussi un autre choix un peu plus tardif qu'on peut parler, c'est 84, Gabriel Deck. Donc ça, c'est un peu triste. Un gardien qu'on pensait qu'elle allait être le prochain à être drafté top 10. Quand on l'a premier vu dans la LHMQ, son développement s'est mal déroulé, il n'a pas été très bon, pas joué beaucoup de matchs non plus. Donc, sorti de 3e ronde finalement. Donc, honnêtement, c'est une off-season d'une équipe qu'on sait qui va tank pour Gavin McKenna, probablement Landon Dupont l'année prochaine. Puis là, on commence à être plus loin, mais Maddox Schultz aussi, qui vient d'être signé pour jouer dans la Ligue canadienne. Donc, on va voir. C'est une équipe qui, à part Sidney Crosby, comme je l'ai dit, puis peut-être Malkin, mais il reste probablement 1 an de carrière.
Puis le temps, Ouais. lui aussi, commence à être vieux. Puis Carlson, lui aussi, était très très vieux. Donc, il n'y a rien de très intéressant. Donc, si on regarde l'alignement rapidement, Brian Ross, Crosby, Raquel, ça, c'est peut-être le seul trio qui va pouvoir faire des points. On le Ouais. sait, Raquel il a connu quand même une bonne saison côté but l'année passée. Crosby encore 90 points. Puis Ouais. Ross reste un bon vétéran. Puis après ça, ça se complique. Denton Heinen, Malkin, Anthony Manta. Ça va pas du rêve. Et le bottom Ah, 6 va encore moins du rêve avec Lizotte, Novak, puis Achari. Puis le quatrième trio, c'est Dewar, Hayes et Brazo. Donc, honnêtement, j'ai l'impression que ça va être. Non, pour vrai, c'est pire que les Flyers puis les Islanders. Là. C'est terrible, là. Faut ouais. être honnête. Là. Sinon, ben, en tout cas, Daily Face-Off, il parle de Rutger McGroarty qui est dans le line-up. Tu Ah, penses ouais. qu'il peut faire l'équipe ou. Ça, c'est une recrue qu'ils sont allés chercher contre. Qui avait donné Brendan Yager, un autre jeune joueur. C'est sûr que lui va avoir toutes les opportunités parce que je pense que. Il y a de la place, le Manta, Heinen, là, c'est pas coulé dans le béton dans le top 6. Donc oui, ça c'est un gars qui pourrait être très intéressant à mettre sur un top 6. McGrady, ça pourrait être très intéressant. Très bon nom que Daily Face-Off ont mis, mais même là, Ouais, c'est. ça va pas du rêve non plus. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de cette attaque-là? Ben écoute, le premier trio est là. Je pense que c'est tout ce que j'allais dire. Ben Crosby, tu sais, il y a quoi? Il y a 30 38, si je me trompe pas. 38 ans, puis il ralentit pas. C'est probablement. On sait, l'année passée, il a battu le record de Gretzky, plus de saisons consécutives au-dessus d'un point par match. Fait que là, il pourrait. Moi, personnellement, je le vois. Ben oui, oui, il a ralenti un peu, mais tu sais, je le vois pas. T'sais, dans les dernières années, Pingouin était pas bon, puis il faisait plus d'un point par match pareil. Là. Fait que c'est Sidney Crosby, anyway, il va quand même faire beaucoup de points. Prenez-le dans votre pool, genre sincèrement. Mais sinon, ben c'est ça. Le reste de l'équipe, c'est ça, là. Je change rien à dire Donc, sur on va se dérouler vers les l'attaque. défenseurs. Donc, sur Puckpedia, ils ont Ryan Grave avec le temps. Le temps commence à être plus vieux. Ryan Grave, j'ai été dégueulasse la saison dernière. Dégueulasse. Après ça, ils ont Ryan Shea avec Eric Carlson. Carlson commence à être plus vieux. Rend quand même de bons services, mais quand même, Ryan Shea, dégueulasse. Waterspoon Clifton. Waterpool Clifton. Sinon, du côté de Daily Face-Off, oui, je cherchais mes Ouais. mots. Ils mettent eux en défense de leur côté. Ben, c'est Ryan Shea Carlson, Le Temps Clifton, puis Owen Pickering avec Matt Dumba, mon GOAT ancien des Coyotes. Donc, C'est ouais, pas fameux. Peut-être Owen Pickering, lui, si c'est un jeune, peut-être qu'il va pouvoir faire l'alignement. Je pense qu'il mérite d'avoir du temps de glace parce que Grave, Shea, Waterspoon, Clifton, Ben c'est écoute, pas il fou. est là pour descendre la moyenne d'âge des Pingouins de 68 ans à 52 ans. Donc, tu sais, Ouais, ça va, ça descend un peu la moyenne d'âge de l'équipe. Mais sinon, il n'y a rien à dire sur sa défense. Ça, c'est pas incroyable. Puis du côté des gardiens de but, Jerry Silovs. c'est. Ben, Silovs, si c'est Arthur Silovs des dernières années, en tout cas, LNH Canucks, bof. Si Arthur Silovs, série de la Coupe Calder, mondiale avec la Lettonie, ça peut être intéressant. Ou même playoff avec les Canucks en 24 n'était pas mauvais. Sûr que Nedeljkovic l'année passée. Nedeljkovic, c'est comme le gardien, tu sais, comme on voyait bon, qui avait droppé, mais qui est revenu quand même à un bon niveau, mais là, il est parti. Puis Tristan Jarry l'année passée, mais c'était une catastrophe Mm-mm. incroyable. Là. On est passé d'un gardien solide, genre, sincèrement, Jarry, quelques années, il était quand même Ben, assez il a été solide. payé 5 millions, là. C'est parce qu'il faisait des bons trucs, là. Puis, tu sais, en tout cas, un gardien solide, il a été renvoyé dans la Ligue américaine. Là. Genre, sincèrement, c'était rendu à ce niveau-là. On va voir s'il est capable de se remonter. Mais les Pingouins, Ça se bat ça pour fait mal, là. le choix numéro un là. Ça se bat pour être premier au Ouais, total, là. non, ça fait mal, les Pingouins en tant que tel. Il n'y a rien d'autre à dire sur cette équipe-là. Là, ça va tank. Tu vois-tu des joueurs qui pourraient quitter l'équipe, genre, d'ici là? Genre un Raquel, un Rust, peut-être, un Ben, un trade pour une Raquel, autre c'est équipe? sûr que s'il connaît encore une bonne saison puis qu'il demande pas trop, ça pourrait être intéressant puisqu'il y a 5 millions pour un gars qui peut marquer 20, 25 buts, 30 buts. Ça peut être très intéressant. Ross commence à être quand même très vieux. Peut-être qu'une équipe près. Malkin, je pense qu'il va finir sa carrière avec les Pingouins. Ouais. Manta, s'est réussi à exploser en jouant sur un top 6, mais honnêtement, comme des gars comme le temps, Carlson, les contrats sont trop gros. Ryan Graves, pour le niveau qu'il a, son contrat est trop gros. Il y a peut-être, pour vrai, le seul vraiment possible que je vois, c'est Raquel. OK. À la date Sinon, limite, ben, peut-être, ouais. puis justement aussi, juste pour finir là-dessus, il sera probablement pas trade, mais pareil, Eric Carlson, ça va quand même mal de se dire qu'il a quitté les Sharks en allant avec les Pingouins avec l'espoir au moins de retourner en série pour que finalement, ben, Ils pogne des sont Pingouins en pires que grand les. déclin. Ouais. Ils sont encore Parce que pires que les Sharks, là.
Effectivement. Donc là, en tout cas, ça fait mal pour les Pingouins. On est loin des années, mais des années des coupes en tant que telles. Là, en plus, Mike Sullivan est parti. C'est un nouvel entraîneur-chef qui est là, que je ne connaissais même pas de nom. Donc, en tout cas, ce ne sera pas les années les plus intéressantes à suivre pour les Pingouins, mais ils peuvent reconstruire. Après Crosby, ça va être voir s'il veut vraiment finir sa carrière ou s'il veut aller peut-être chercher une dernière coupe avec McKinnon ou avec, comme tous les fans des Loulous avec les Canadiens. Mais sinon, en tout cas, Crosby, on va voir s'il va rester avec Pittsburgh. Mais au moins, Crosby, c'est peut-être le seul joueur de Pittsburgh que c'est pas mal une assurance de mettez-le dans votre trou. Genre, sincèrement, ça va être le seul. Puis on va finir ces premiers previews de la division métropolitaine avec les Rangers, une équipe qui a quand même un petit peu déçu l'année passée. Donc maintenant, pour les Rangers de New York, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est vraiment une équipe qu'on s'attendait à de belles choses dans les dernières années. Même justement, on parle de 2022, 2024, c'était 2 runs en finale de la conférence pour les Rangers. Là, 2025, d'un coup, on passe de finale de la conférence à rater les playoffs. Vraiment décevant, il y a eu des grosses passes qui ça ne gagnait pas les Rangers en plein milieu de l'année, surtout genre fin de l'automne, début de l'hiver, là, fin de la partie 2024, c'était affreux. Donc les Rangers, PO, leur saison morte, ça ressemble à quoi? Ben, en gros, ils n'ont pas eu besoin non plus de tout revamper. Ça s'est mal déroulé, c'est surtout à cause des problèmes en dehors de la patinoire, là. Comme on le sait, il y avait plusieurs gros problèmes. Donc, ils ont essayé de faire un ménage du côté du leadership. Comme on le sait, ils avaient échangé Trouba avant que la saison se termine. Et là, ils ont échangé Crider et un choix de quatrième tour aux Ducks contre Terrence et un choix de 3. Donc, ça, c'est vraiment pour se débarrasser de Crider et de son cap salarial. Ensuite de ça, une grosse transaction qu'ils ont faite, ils n'ont pas voulu donner l'argent à Kendre Miller. Ils sont allés chercher un jeune défenseur aux Hurricanes, Scott Morrow, 22 ans, un choix de premier tour en 2026 et un choix de deuxième tour en 2026. Donc c'est quand même une grosse attraction que j'aime beaucoup. Pour moi, Scott Morrow, dans 2 ou 3 ans, il pourrait être aussi bon que Miller si c'est pas plus. Puis tu es allé chercher des choix en plus de ça. Puis pour l'instant, il te coûte moins cher. Puis il a 22 ans. Donc pour moi, très bonne transaction de leur côté. Surtout que pour le remplacer, ils sont allés signer Gavrikov aux agents libres. Ils ont quand même donné un gros montant, 7 ans, 7 millions, mais c'est un bon défenseur défensif qui est capable de bien faire sa job, comme on l'a vu avec les Kings, il était très très bon. Ensuite, ça, comme signature aussi, ils ont re-signé Matt Rempe, 2 ans, 975 000 $ par année. Et ensuite, une autre signature, c'est Will Cooley, ils l'ont re-signé 2 ans, 3,9 millions. Donc ça ressemble à ça pour le off-season des Rangers. On peut aller sinon au repêchage, ils ont fait un choix intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de choix de premier tour parce qu'ils l'ont échangé, ben pas échangé au Pingouin, mais c'était comme dans la transaction, ils pouvaient donner soit lui de 2025 ou lui de 2026. Ils ont décidé de donner lui de 2025. Donc leur premier choix qu'ils ont eu, c'était 43e. Donc ils ont repêché Malcolm Spence. Je trouve que c'est un très bon choix. Moi j'avais même dans mon top 25. Donc je trouve que ça c'est un très bon choix de leur côté. Donc ça ressemble vraiment à ça pour leur off-season. Ils n'ont pas fait, comme je t'ai dit, non plus trop gros de mouvements. Parce que comme on le sait, sur papier c'est une bonne équipe. C'était vraiment les problèmes dans la chambre qui avaient, comme je l'ai dit, des gros problèmes. Donc si on regarde l'alignement, premier trio sur Puckpedia, ils mettent Panarin, Trocheck et Lafrenière. Par la suite, deuxième trio, ils mettent Cooley, Miller et Zibanejad. C'est quand même un bon top 6 avec beaucoup d'offensives. Comme on le sait, Trocheck, Miller, Zibanejad. Même Zibanejad, si on a besoin, il peut le mettre au centre. Donc ça met beaucoup d'options. Ensuite, ça, ils mettent Bérard avec Parsinen et Radish. Et comme quatrième trio, Edstrom, Carrick et Rempe. Et il y a aussi un jeune comme Gabe Perreault qui a joué quelques matchs la saison dernière qui pourrait rentrer. Même, moi, je pense qu'il pourrait rentrer peut-être sur un deuxième trio à place de Cooley. Comme on sait, Cooley est capable de jouer au centre. Donc, au lieu de Parsinen, pourrait être très intéressant de voir si Gabe Perreault est capable de se tailler une place parce que c'est un gars qu'on le sait qui est capable de jouer offensif. Donc, jouer sur un deuxième trio, ça pourrait être intéressant. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de cette attaque-là? Ben, vraiment, quand même une attaque intéressante, mais surtout les 2 premiers trios, l'attaque Star Power. Maintenant, c'est sûr, en plus, genre, ils ont trade Capo Caco, donc ça fait un poids mort de moins à l'attaque. Excusez. Mais sinon, ben, Lafrenière, on sait, Lafrenière, c'est probablement pas ce qu'on s'attendait de lui en début de carrière, mais il est quand même respectable. Il fait du 50-60 points sur le premier trio, deuxième trio. Toujours correct, même si c'est pas ce qu'on s'attendait. Mais sinon, ouais, Gabe Perreault, en tout cas, selon Daily Faceoff, Gabe Perreault est même troisième trio avec Parsinen puis Bronzinski. Je sais pas si toi, tu l'avais avec quelque part Johnny Bronzinski, mais en tout Ben, cas. je le vois plus comme extra. J'aime mieux un gars Ouais. comme Radish ou Bérard plus que Brodzinski. Ça, c'est, selon Daily Faceoff, c'est Berard qui est pas là parce que t'as Radish qui est là avec Carrick puis Edstrom sur le quatrième trio. Non, ils mettent pas Rempe non plus. Ouais, ça, c'est mettre pas Rampy non plus. Puis ça, c'est pas une grosse perte parce que Rampy, à part pogner de pénalité et être dangereux, il fait rien de sa vie. Mais j'avoue Mais, que côté hockey, c'est pas lui qui va se faire le plus de points, ça. effectivement. Donc, mais sinon, attaque quand même assez intéressante. Sinon, si on regarde du côté de la défensive, du côté de Puckpedia, ils mettent Gavrikov Fox
Soucy, Borgren et 2 jeunes sur la troisième paire en Schneider et Morrow. Et dans les buts, c'est Shesterkin et Quick. Honnêtement, j'aime beaucoup cette défensive-là quand même. Fox, j'ai toujours adoré Adam Fox. Morrow, comme je vous l'ai dit tantôt, je l'ai bien aimé. Gavrikov, bonne signature. Schneider peut être intéressant. Et dans les buts, Shesterkin, un des meilleurs de la Ligue nationale de hockey. Donc quand même un aliment en défense que j'aime beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette défensive? La défensive, ce serait très solide en tant que tel. Puis pour elle, selon Puckpedia et Daily Faceoff, ça se ressemble bien. Jusqu'à troisième paire, on a mis Braden Schneider avec Uro Vakanainen. Fait que c'est vraiment ça le seul changement. Je sais pas si Vakanainen soit peut-être plus extra que, Moi, je que le vois. ça. Ben, il pourrait, c'est plus stable qu'un gars comme Schneider ou Morrow. Mais si Ouais. on regarde, ils ont quand même donné beaucoup d'argent à Gavrikov, Fox, Borgren coûte 4 millions, Soucy 3,5. Puis si ils font une grosse transaction pour Scott Murrow, je le vois pas être dans les estrades à 22 ans. Puis Ouais. Schneider, c'est un jeune qu'ils ont développé depuis quelques années. Donc moi, je vois plus ça comme aliment, puis Vakanainen comme extra. Mais je vois aussi que Soucy et Schneider ont peut-être des petites blessures. Peut-être on va voir ce que ça va arriver. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais ça reste quand même très intéressant. Est-ce que toi, tu les vois remonter en série éliminatoire? Euh, Il y a des chances. Les autres équipes qui restent à parler, c'est les Caps, Hurricanes, les Devils et la quatrième équipe, c'est Columbus. Ouais, oui, je les vois remonter au moins top 4 de la division, là, genre sincèrement. Là. Mais l'année dernière, il y en a seulement trois qui ont fait les séries de leur côté, la Ouais, métropolitaine. parce que c'est la sang. Même souvent, c'est ça que les gens y voient. Alors, en tout cas, si je me base un peu des prédictions, notamment dans Hockey le Magazine, c'est pour un prévu de saison, le pool. Les deux équipes qui voyaient repêcher dans l'Est, c'était Montréal et Ottawa, dans l'Atlantique. Donc, en tout cas, ça va jouer. Moi, je pense qu'ils vont quand même être dans la lutte parce que leur duo de gardiens, en plus, est très solide. Chesterkin, le meilleur gardien de la Ligue, comme tu dis. Puis Quick, oui, il est rendu à 59 ans, Mais mais comme backup, il fait bien. comme backup, il fait encore il fait très bon travail. Le 59 ans, j'ai exagéré, mais il est vraiment pas loin de la quarantaine, Jonathan Quick. Mais s'il l'a pas atteint d'ailleurs. Mais ouais, c'est ça. Donc, en tant que backup, il fait encore très bien la job. Puis sinon, très très solide les Rangers. C'était vraiment comme tu l'as dit, des problèmes, parce que de base, c'est vraiment une équipe qui est supposée faire des séries. Là. C'était vraiment bizarre. Puis en plus, ils ont un nouveau coach cette année. C'est Mike Sullivan, justement, qui est rendu avec les Rangers, si je me souviens bien. Donc, ils se sont débarrassés de Peter Laviolette. Mince, alors. Peut-être Mince, avec leur changement dans le vestiaire, ouais. Kreider, Trouba, un nouveau coach, peut-être que ça va mieux aller. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais la lutte va être chaude. Donc ça fait pas mal le tour pour nos previews pour cette semaine. Donc, effectivement, c'est pas mal tout l'épisode qui tire à sa fin. Un épisode un petit peu plus long que d'habitude, je pense, mais en tout cas, parce qu'on a quand même eu une grosse semaine au niveau du sport, donc en tout cas, il fallait en parler. Pour ce qui est de la semaine prochaine, pour l'épisode, donc dans les alentours du 14 septembre environ, on va faire bien sûr un bloc actualité. On va peut-être parler un peu de NHL 26. On va continuer nos expérimentations, je peux dire ça comme ça. Également, moi, je vais parler personnellement de la Vuelta va se terminer dimanche prochain, donc 14 septembre. Puis également, la fin de semaine prochaine, il va y avoir les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. Donc, notamment les retours à la compétition de Tadej Pogacar, ça va être là. Donc, je vais regarder ça. À défaut de me rendre sur place, je vais au moins pouvoir les écouter de chez nous en tant que tel. Donc, pour voir les courses en tant que tel, je sais que Pogacar, il vise le Grand Prix de Québec. Il n'a jamais gagné. Montréal l'a déjà gagné quelques fois. Donc, ça va être à surveiller là-dessus. Sinon, toi, tu vas continuer. Tu vas finir les previews de la division métropolitaine avec les Blue Jackets, les Devils, les Hurricanes et les Capitals. Puis sinon, on va peut-être essayer de faire un petit bloc 4, là, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, je pense. Au moins, c'est 2-3 épisodes. Sincèrement, je Ouais, pense qu'on n'a pas parce fait. que on s'est dit qu'il y a des épisodes de 3h30, peut-être Ouais, pas. ça commence à être long un peu. Sinon, on va faire aussi, on va continuer à parler de la NFL de la semaine 2. On va regarder les matchs Packers, Commanders et Eagles Chiefs. Donc ça va être à surveiller. Puis justement, on va rappeler que présentement, le match Bears-Vikings s'est terminé récemment. Puis les Vikings ont quand même bien remonté la pente. Ils l'ont remporté 27-24. Donc finalement, une première victoire pour J.J. McCarthy puis l'équipe du Minnesota. Donc, c'était tout pour cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Puis on se revoit la semaine prochaine.